Voilà, on va pouvoir reprendre donc notre journée régionale après s'être sustentée. Pour commencer cet après-midi, avant la table ronde qui va être animée par Gaëtan Gavazzi autour des axes des actions, on va commencer par une question quiz. Alors attends, pourquoi c'est... Non, tiens, je l'ai. Alors la question, selon vous, pour prévenir les chutes, faut-il agir prioritairement sur l'individu, sur son environnement, sur... Donc voilà, vous avez le QR code comme ce matin avec l'Axoun. Si ça ne marche pas, il faut mettre l'application Klaxoon et mettre le code. Ça a marché ? Du coup, Pauline ? Combien ? 80. On attend ? On n'a pas comme ce matin... On a trop mangé. C'est bon ? Voilà. Donc le résultat. Ah. Encore un petit effort sur l'individu. Donc, faut-il agir sur l'individu, sur son environnement ? Peut-être sur les deux. Et je pense que ça introduit bien notre table ronde de l'après-midi. Ah, bien. Parfait. Ah. Il faut le prendre en photo, là. Ah ouais, là, faut... Bon, ça va permettre donc d'introduire la table ronde de cet après-midi. Nous allons parler donc des 5 axes de prévention plus l'axe transversal. C'est le professeur Gaëtan Gavazzi du CHU de Grenoble qui va donc... Hop. Merci au... Ah, faut qu'elle sorte. Ah, bah oui. C'est 52 maintenant. Bon, oui, il faudrait sortir de l'application Klaxoon. Merci. Je peux plus faire voilà. le jeu. Voilà, oui, c'est une très belle introduction. C'est que on ne sait pas où on sait, et on sait en fonction de l'endroit d'où on parle. Et donc, c'est ce qui a été dit un petit peu à un moment donné par Mathieu Debré qui disait en fait on est tous là parce qu'on aime bien s'occuper des chutes, mais maintenant il faudrait qu'on se coordonne, comme dirait aussi mon prédécesseur Bienvenue Banguet. Donc on va avoir une table ronde.
autour de tous ces axes. Et il y a des expérimentations, des témoignages d'activités qui vont être faits. Et donc, je vais inviter autour de cette table ronde le docteur. Donc, ça va être par ordre d'apparition des artistes. Et en même temps, je vais vous dire que techniquement, il va y avoir une présentation de 7 minutes. On aura le droit à une question urgente. Donc, vous aurez le droit de poser une question urgente, quelque chose d'important. Sinon, on passera à l'autre. Et puis, il y aura une discussion générale sur lequel, en effet, on reviendra sur chacun des points, mais aussi avec cette vision, je pense, de coordination ou d'articulation. Je ne sais pas comment dire actuellement. Donc, j'invite le docteur Christiane Vanier, qui est directrice du Centre de prévention de Lyon, l'association donc de prévention Agir Carco, Madame Élise Brun ou Guillaume Garde, qui sont ergothérapeutes Espace Autonomie. Donc, je ne sais pas si... Voilà. C'est où est, c'est comme vous voulez. Donc, c'est plutôt monsieur, a priori. Hélène Dabert, responsable du pôle autonomie et aide technique du Centre régional d'information pour la CRIAS. Département sport centre de la Loire, d'APAP Loire, Maëlle Garros. Et puis Laurence Lorcet, chef de projet direction autonomie. Marie-Claire Minola, coordinatrice du groupement interrégime Atout Prévention Rhône-Alpes. Alors pour tous ceux qui ne parlent pas, je pense que vous pouvez vous asseoir en attendant. Et puis il va y avoir donc une première présentation. Alors pour le premier axe, donc j'invite Madame Christiane Vanier à nous présenter savoir repérer les risques de chute et alerter. Et là, ça va être le bilan de prévention et le pack prévention des chutes que vous allez vous exposer de votre. Donc c'est là normalement. Et voilà, ça marche. D'accord, merci. Alors, effectivement, je vais vous parler des centres de prévention Agir Carco, puisque d'abord, j'en dirige 2. Et puis ensuite, on travaille effectivement beaucoup sur la prévention des chutes. Alors, pour ceux qui connaissent, tant pis, je vais me répéter, mais ces centres de prévention, de prévention Agir Carco, ont l'objet de faire venir des personnes de 50 ans et plus, donc actifs ou retraités, pour échanger avec eux, travailler un petit peu sur leur avenir en santé, essayer de faire en sorte que les personnes qui viennent nous voir, en tout cas, vieillissent le mieux possible. Et donc, pour ce faire, ils vont rencontrer un médecin et un psychologue qui vont les accompagner pendant ces 2 heures de consultation, donc 1 heure avec un médecin et 1 heure avec un psychologue. Vous voyez qu'en France, il y a 75 à peu près sites et antennes sur le territoire. On fait aussi des téléconsultations. On en a fait beaucoup pendant la période Covid, bien évidemment. Et puis, on a un site internet, si vous voulez, après, essayer de comprendre un peu mieux. C'est www.centredeprévention.fr. Alors, comme je vous le disais, donc on va proposer aux bénéficiaires Agir Carco de 50 ans et plus, mais pas que, puisque dans un couple, s'il y en a un des 2 qui Agir Carco, on pourra voir les 2 personnes. On va leur proposer une évaluation donc, globale de leur santé, à la fois médicale et psychologique. C'est un peu notre spécificité, c'est vraiment d'avoir cette approche globale qui nous permet effectivement, à l'issue de ces 2 consultations, de comprendre un petit peu mieux la personne qu'on a en face de nous. Alors, le médecin, il va être sur le repérage des fragilités. Donc, on a beaucoup de personnes qui travaillent sur ICOP, donc c'est aussi notre ADN de travailler sur ces vulnérabilités. Donc, on va être sur les dépistages organisés, les vaccinations, la nutrition, l'activité physique, bien évidemment. On sera sur le risque de chute quand les personnes sont un petit peu plus âgées. On sera sur l'audition, la vue, qui sont 2 sens essentiels, notamment pour ne pas tomber. Le médecin va faire un examen clinique complet, on pèse, on mesure, ce qui est important aussi pour le risque de chute. On va prendre la tension, etc. Donc, vous voyez, une approche vraiment médicale. Et puis, le psychologue, lui, il va être sur le champ plus, évidemment, psychologique, où il va aborder tout ce qui est lien
liens relationnels, comment les gens vivent finalement. Est-ce qu'ils sont seuls? Comment ils vivent? Est-ce qu'ils ont des activités? S'ils ont une retraite, est-ce que c'est une retraite qui a été voulue, non voulue, etc. Il va aborder aussi toutes les problématiques d'addiction, s'il y en a, tout ce qui est autour du sommeil, du stress, et puis de la mémoire. On fera quelques tests de mémoire. Donc vous voyez que c'est assez complet. On a vraiment, à l'issue de ces deux consultations d'1 heure, donc ça fait 2 heures, vraiment une approche globale de la personne. Alors, sur le risque de chute, on va également être très présent puisque, en fonction de l'âge, on va effectivement aborder ce risque. La moyenne d'âge dans nos centres, c'est 70 ans à peu près. Donc, vous voyez qu'on est à un âge où ça peut être important de parler de ce risque de chute. C'est pour ça qu'on va faire quelques tests de repérage. Donc, ça va être notamment un peu une enquête nutritive pour voir si, au niveau protéines, on a des protéines dans l'alimentation. Ça sera également des tests de vitesse de marche, des tests notamment avec un dynamomètre au niveau pour voir la force musculaire. On va également évidemment faire un test d'équilibre, qui est le test de l'appui unipodal pour ceux qui sont un petit peu médicaux. Et puis on va surtout essayer de voir ce qu'ils font comme activité physique. On va utiliser des questionnaires d'activité physique. Et donc tout cela nous permet d'avoir une idée évidemment de la personne et de son risque de chute. On va bien sûr poser les questions sur êtes-vous tombé? Est-ce que vous avez peur de chuter? Donc on a un ensemble d'éléments qui vont nous permettre vraiment d'appréhender ce risque. Et en fonction de ça, on va évidemment conseiller à la personne un certain nombre de choses. Quand les personnes ont moins de 75 ans, on leur proposera un atelier équilibre et un atelier nutrition. Quand ils ont plus de 75 ans, et ça c'est une offre évidemment Agir Carco, puisque tout ce que je vous parle c'est prise en charge par les instituts de retraite complémentaires Agir Carco, donc c'est gratuit pour les personnes. On leur proposera, donc pour les plus de 75 ans, ce fameux pack prévention des chutes. Donc vous voyez, ce pack, c'est la même chose finalement que pour les moins de 75 ans, sauf qu'on a une offre de plus, c'est-à-dire qu'on va leur proposer un atelier nutrition ou un bilan diététique, un atelier sport adapté ou un atelier équilibre, et un diagnostic bien chez moi. Alors, c'est quoi ce diagnostic bien chez moi? C'est en fait, c'est un ergothérapeute qui se déplace à domicile pour voir, évidemment, si à domicile, il n'y a pas des risques, puisqu'on sait que 7 fois sur 10, pratiquement, la chute survient à domicile. Voilà, donc j'ai fini pratiquement. Donc, vous voyez que ce pack anti-chute permet à la personne d'avoir, on va dire, de prévenir au mieux le risque de chute, de la sensibiliser à ce risque de chute. Alors, nos ateliers diététiques sont faits par notre diététicienne dans le centre. On peut le faire aussi en visio. Nos ateliers prévention des chutes, c'est la CARSAT qui va nous faire ces ateliers prévention des chutes. Ça peut être aussi Ciel Bleu, mais qui est aussi prestataire de la CARSAT. Donc, et puis diagnostic bien chez moi, c'est un numéro de téléphone, on appelle et il y aura l'organisation d'un ergothérapeute. Alors souvent c'est d'ailleurs le CRIAS, c'est ça qui vient parfois, donc qui viendra présenter à presque... Voilà, donc c'est vraiment une offre bien complète qui est faite pour les personnes de plus de 75 ans et qui, n'hésitez pas évidemment à nous adresser des personnes. Je vous ai mis des plaquettes si vous voulez voir un petit peu plus notre offre. Merci. Non, il ne veut pas. En bout de 5 micros, normalement. Prenez-les tous. Alors, c'est celui qui marche, j'ai beaucoup de chance. Il marche aussi, alors fais attention. Donc, merci. Je ne sais pas s'il y a une question urgente. En tous les cas, merci d'avoir tenu les temps. Sur chose. Alors, moi, juste très rapidement,
pour avoir une idée, sur Aura, nombre de bénéficiaires qui auraient pris le pack prévention sur le nombre de 75 ans, on a une idée comme ça? Alors, j'aurais dû réviser avant. Je ne sais pas exactement le nombre de personnes qui seraient... je pourrais donner la réponse, mais plus tard. Parce que l'année prochaine. Je ne voudrais pas dire des bêtises. D'accord, non, mais j'ai pas le pourcentage, mais c'est vrai que c'est nombreuses. À partir de 75 ans, oui, c'est ça, le nombre de personnes qui, dès qu'on leur fait faire quand même le test de l'appui, se trouvent en difficulté, que pour préciser, c'est tenir au moins 5 secondes. Et c'est vrai qu'au moins sur une jambe. Et c'est vrai que c'est quand même assez compliqué dès qu'on prend de l'âge. Et donc, on le prescrit quand même très souvent. Mais c'est vrai que là, je n'ai pas les statistiques. Donc la deuxième question urgence, mais peut-être que la réponse est déjà donnée. Quel est l'outil qui permet d'identifier les personnes à risque de chute lors du bilan de prévention? Est-ce qu'il y en a un, plusieurs, ou c'est l'appui unipodal, comme vous l'avez dit? Alors, c'est essentiellement l'appui unipodal qui va nous faire prescrire ce pack, mais c'est également l'ensemble de ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la vitesse de marche, la force musculaire testée par le Gripan, c'est le lever de chaise aussi, on fait le lever de chaise, c'est l'activité que les personnes font, enfin c'est un ensemble de choses, c'est la peur de la chute, voilà, c'est tout ça. Ok, merci d'avoir répondu aussi vite. Et donc maintenant j'invite Monsieur Guillaume Garde, donc représentant des ergothérapeutes, Espace Autonomie 63. Merci de votre intervention. Et donc aménager son logement pour éviter les risques de chute. Analyse des facteurs de risque de chute, un beau programme. Merci d'être là. Bonjour. Alors vous allez voir que je vais présenter l'axe 2, mais c'est un axe qui est très transversal, donc il ne faudra pas vous inquiéter. Si je ne suis pas clair, vous me dites, je ferai de mon mieux. Alors rapidement, contexte, parce que je pense que vous situez un petit peu le Puy-de-Dôme comme d'autres départements. C'est quand même important pour comprendre un petit peu les difficultés. Donc le Puy-de-Dôme, un département hétérogène, dans le sens où, comme beaucoup de départements en Rhône-Alpes, il y a des zones de montagne ou de semi-montagne et des zones de plaine, ce qui explique un petit peu des interventions qui peuvent être complexes en fait, entre être proche d'une zone urbaine ou être loin d'une zone urbaine, pardon. Donc il y a effectivement un département avec une population qui est vieillissante et donc parfois isolée, surtout dans ces zones de montagne. Et qui veut dire isolé veut dire un manque d'accompagnement à domicile. Effectivement, les professionnels de santé, les actifs, se retrouvent plus dans les zones urbaines. Donc clairement, sur le Puy-de-Dôme, ça va être Clermont-Ferrand et des petites villes périphériques. Ce qui fait qu'il y a quand même beaucoup de zones qui sont mal desservies, peu desservies, déjà par les transports, et aussi avec un maillage de professionnels qui reste parfois limité. Donc il y a eu la création de 2 services, l'espace autonomie et l'ECLA, ECLA qui veut dire équipe locale d'accompagnement aux aides techniques. Ce sont 2 services qui sont indissociables, l'un ne va pas sans l'autre. C'est pour ça qu'on a fait le choix de vous présenter ces 2 choses dans cet axe 2, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est l'espace autonomie l'ECLA? Déjà, c'est une équipe qui est dédiée, qui fait que ça. C'est des ergothérapeutes, donc c'est 3 équivalents temps plein. En tout, on est 5 ergothérapeutes à faire des missions d'espace autonomie et d'ECLA. Mais voilà, sur 3 ETP et un travailleur social, donc un ETP, pardon, sur ces missions. C'est un lieu, c'est un service public qui est ouvert à toute personne qui habite dans le Puy-de-Dôme. Il n'y a aucun critère restrictif. Le seul critère, c'est être plus de moi. Donc on n'est pas raciste, c'est juste que, voilà, il faut habiter dans le Puy-de-Dôme. Il n'y a pas de critères de handicap, pas de critères financiers, pas de critères d'âge. Voilà, c'est vraiment ouvert à toute personne qui habite dans le Puy-de-Dôme, tant du côté de l'usager que du côté du professionnel. Donc, comme je l'ai dit, c'est un service qui est gratuit et qui est porté par la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, qui porte ces 2 services avec, bien sûr, d'autres acteurs qui nous viennent en aide, comme la conférence des financeurs ou encore le département, qui vient nous aider à financer. Alors, plus particulièrement, l'espace autonomie, qu'est-ce que c'est? C'est un dispositif d'information et de conseil qui est porté sur l'autonomie des personnes à domicile.
il y a un espace concret, physique, sur lequel on peut, à la demande, recevoir des personnes, mais surtout recevoir des groupes, avec un espace de démonstration, parce qu'on est labellisé CICAT, Centre d'information et de conseil en aide technique, ce qui nous permet d'avoir une multitude d'aides techniques pour pouvoir faire des essais et montrer. Voilà. Dans cet espace autonomie, s'il y a des actions individuelles, il y a surtout des actions, surtout en parallèle, des actions collectives sur lesquelles on va faire des ateliers sur la prévention des chutes. Alors on va peut-être changer le nom de prévention des chutes. On a compris tout à l'heure que ce n'était pas ce qui était le mieux, donc on fera peut-être quelque chose sur l'équilibre, comme vous avez dit, pour que ce soit un peu plus accueillant. Voilà. Donc ces ateliers, c'est des groupes de 5 à 10 personnes qui sont animés par un ergothérapeute. On va au plus proche des territoires, c'est-à-dire qu'on ne reste pas sur la capitale de l'Auvergne, on va vraiment au plus proche des territoires et justement on va vers les territoires les plus isolés pour vraiment permettre aux personnes de venir vers nous. Donc on va vers eux pour vraiment, vraiment faciliter tout ça. Donc dans ces ateliers, on va faire, ça peut être, c'est beaucoup de sensibilisation, c'est ouvert, donc je vous l'ai dit, à tout le monde, aux usagers, aux aidants, bien entendu, à certains professionnels de santé qui peuvent venir surtout les aidants professionnels, pardon, qui peuvent venir se greffer et accompagner les personnes. Donc on fait un peu d'éducation, on va regarder quels sont les risques. C'est beaucoup de discussions et d'échanges sur le vécu des personnes pour qu'elles co-construisent cet atelier. Souvent, de cet atelier, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que c'était intriqué les deux, espace autonomie et éclat, débouchent des évaluations à domicile parce que ça permet le contact, ça facilite le lien avec les personnes. Donc ils viennent nous voir et ils viennent nous dire nous à la maison on a tel problème ou dans telle activité je ne me sens pas en sécurité. Donc on découle de ça, découle des évaluations à domicile. Donc on va à domicile pour vraiment faire le point avec cette personne sur son lieu de vie. C'est très important, je pense, d'aller vraiment sur le lieu de vie de la personne, puis comprendre un petit peu le maillage autour de cette personne, si vraiment elle est seule, pas seule, accompagnée, si le médecin traitant est partie prenante ou d'autres professionnels, les kinésithérapeutes, les infirmières. Donc voilà. De ces évaluations à domicile peuvent découler des préconisations, donc on fait des comptes rendus qu'on va remettre à la personne sur des conseils d'aménagement ou concrètement vraiment des plans d'aménagement du domicile. Mais l'aménagement du domicile, c'est pas que ça non plus. C'est aussi, on se rend compte quand on va à domicile, l'aménagement, c'est peut-être parfois pas la chose qui va être la plus facilitatrice. Et donc ECLA, donc équipe locale d'accompagnement aux aides techniques, va nous permettre de mettre en place et d'accompagner les personnes sur le choix d'une aide technique ou sur l'utilisation d'une aide technique, mais de façon un peu plus poussée. C'est-à-dire qu'on va vraiment choisir une aide technique qui va lui convenir, lui faire des essais, vraiment mettre la personne en situation, seule ou avec son aidant, donc aidant familial ou professionnel, bien sûr, jusqu'au financement de cette aide. Donc c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner la personne de A à Z. Le but, c'est quoi, le but de cette aide technique? C'est parfois de faire le tampon entre le temps où on fait des préconisations d'aménagement de logement et le temps que ça se mette en place. Pour limiter ce risque de chute, on ne va pas laisser les personnes comme ça. Le temps est long, parce qu'entre les préconisations plus le financement, il peut se passer 3, 4, 6 mois, 1 an, voire plus. Donc l'aide technique va venir pallier ce temps-là. Ça peut être aussi d'éviter ces aménagements de domicile. Parfois, une aide technique va répondre à la problématique soulevée par la personne ou par les professionnels. Donc on limite les coûts. On limite les coûts et on peut répondre très rapidement à une problématique. Donc voilà, et puis après, comme je vous disais, voilà, on accompagne vraiment pour ces aides techniques, pas pour le logement un peu moins, on est limité, mais pour les aides techniques, vraiment jusqu'au financement. Donc on va regarder quelles sont les sources de financement possibles pour la personne, étant donné qu'on est aussi soutenu par la MDPH, je travaille aussi à la MDPH en tant qu'ergothérapeute. Si la personne a un dossier, ça va faciliter les échanges, puisque je vais pouvoir suivre son dossier de A à Z. Si elle n'a pas de dossier MDPH et si elle a les critères, je vais pouvoir aussi la rattraper pour justement qu'elle intègre ces critères-là. Et comme on est un service départemental, on est quand même en lien avec beaucoup d'acteurs pour arriver justement concrètement à mettre tout ça en place. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une question? Une question simple. Alors, une question simple, je ne sais pas si elle est simple. Pérennité, adaptabilité, vous intervenez avec les CLAD, vous mettez les aides techniques en attendant d'eux, et finalement, ça dure, les gens, l'acceptabilité de tout ça, ça dure, ou bon, vous avez quoi comme pourcentage d'abandon de poste? De personnes qui ne mettraient pas en place l'aide technique ou... Alors, justement, le but, il est là. Le but de ECLA, c'est d'accompagner vraiment les personnes. Si la personne ne veut pas l'aide technique, on ne la force pas, en fait. Et donc, il n'y a pas d'achat inutile. Ça permet surtout de faire du lien avec la personne et de petit à petit l'amener possiblement soit vers une aide technique en disant, vous voyez, ça fonctionne, soit vers des aménagements de domicile. Donc concrètement, quand on accompagne une personne de A à Z, on va dire dans 9 fois sur 10, l'aide technique est en place et est fonctionnelle. Merci. On a potentiellement deux questions dans la salle, donc on en prend une et puis après... Et l'autre, vous la gardez. Ah non. Bien sûr, bien sûr. Du coup, voilà, je suis Élise Brun, la collègue de Guillaume Garde. Je travaille également sur l'espace autonomie et l'éclat. Et je me permets de compléter la réponse qu'a fait Guillaume à ce niveau-là. C'est vrai que se pose la question de l'abandon de l'aide technique. Et effectivement, le but de l'éclat, c'est aussi de permettre l'achat inutile et une bonne compréhension des aides techniques. On a parfois tendance à faire un peu un raccourci entre l'idée qu'une aide technique va répondre à la problématique. Si la personne ne sait pas s'en servir ou si ça a été mal accompagné peut-être sur l'acquisition ou autre, il peut y avoir des freins. Le but, c'est vraiment de lever ces freins-là, tant à l'acquisition qu'à la prise en main. Donc le but, nous, c'est vraiment de faire un point sur est-ce que l'aide technique convient, est-ce que la personne en a envie, et si ce n'est pas le cas, nous, on ajuste aussi nos préconisations à ce niveau-là. Merci du complément. Et donc, une seule courte, et il faut qu'elle soit simple. Alors, elle est pour tout le monde. En fait, c'est justement, vous parliez du délai. Et c'est un problème à tous les niveaux. Par exemple, pour l'aide à l'autonomie, il nous faut 6 mois pour avoir des sous. Pour faire une douche, il faut 1 an et demi. Il y a des leviers, il y a un moyen pour qu'on arrive à contracter le temps. Parce que c'est ça aussi notre problématique, c'est que de récupérer un vieux fragile et s'en occuper une année et demie après, ça peut être post-mortem en gros, quoi. Donc c'est un... Enfin, il faut que... Non, mais je fais toujours un peu dans l'excès, mais c'est extrait. Oui. Mais c'est vrai que notre problématique, elle est là. C'est quels sont nos leviers à nous, les professionnels de santé ou accompagnateurs, pour que ça aille plus vite, parce qu'on en discutait tout à l'heure. C'est peut-être mieux, effectivement, de mettre de l'argent en prévention, là, maintenant, que de coller les 2 millions d'euros plus tard pour quelque chose qu'on aurait pu éviter. Donc, quels sont les moyens? Alors, peut-être que vous, à votre niveau, je ne sais pas, mais c'est à tout le monde là que je pose la question. Je vais vous répondre voilà, l'espace autonomie qui est mis en place, dans le Puy-de-Dôme, sert à ça, en fait. C'est-à-dire, c'est vraiment un espace où la personne va pouvoir faire appel en amont à un ergothérapeute de façon, je le répète, gratuite. C'est-à-dire qu'on se déplace gratuitement à domicile pour vraiment faire le point. Et ce qu'on peut voir, c'est que faire cette prévention-là, c'est-à-dire la personne a une facilité d'accès, c'est-à-dire qu'elle a un seul ergothérapeute sur le territoire qu'elle va saisir, ou le professionnel. Donc déjà, il y a cette lecture qui est simple. Il n'y a pas 150 professionnels. Il n'y a qu'un ergothérapeute qui va gérer plusieurs pôles, mais un seul ergothérapeute. On agit beaucoup en prévention et on va déjà faire réfléchir les personnes. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup de personnes où il y a des aménagements de domicile à faire. On ne les sent pas prêts, mais le fait d'intervenir un petit peu avant, en fait, en amont, va accélérer les choses après. Après, les financements, malheureusement, ça, on est bloqué par plein de choses. Mais déjà, le premier point, c'est ça, quoi. C'est la facilité d'accès à un professionnel de santé qui se déplace à domicile, gratuitement. Merci beaucoup. Et c'est vrai que cet aspect financier est important. Je passe donc la parole maintenant à Hélène Dabet, donc, qui intervient au nom de CRIAS, donc sur justement ces fameuses aides techniques
des aides techniques à la mobilité faite pour tous, l'appartement de démonstration. Elsa, merci beaucoup. Merci à vous, bonjour à tous et merci pour ce moment. Du coup, je finis sur ce que Guillaume disait, c'est aussi que les éclates, c'était une expérimentation qui a été fructueuse et que donc du coup, ça a vocation d'être nationalisé maintenant. Donc, tous les territoires vont pouvoir en bénéficier. Actuellement, Auvergne était éclate. Il y aura d'autres porteurs et d'autres réponses sur les autres territoires. Et donc, du coup, je me présente. Donc, je suis Hélène Dabé, je suis ergothérapeute aussi. Voilà. Et je travaille au CRIAS, qui est le Centre régional d'information pour l'Agir solidaire, qui est une association lyonnaise. Et plus principalement, je suis responsable d'un CICAT, donc un centre d'information et de conseil sur les aides techniques, un peu comme Guillaume. Sauf que notre outil de travail, c'est un appartement de démonstration qui s'appelle Elsa. Donc j'espère ne froisser aucune Elsa dans la salle. Et donc Elsa, je vais passer directement. Je pensais que c'était marqué quelque part. Et en fait, Elsa, c'est équiper son logement en solutions adaptées. Comme on l'a dit tout à l'heure, donc il fallait faire différents niveaux de prévention. Cet appartement, c'est un niveau de prévention plutôt primaire. Donc ce centre d'information, il est ouvert à tous, donc qu'on soit particulier, proche aidant, professionnel, futur professionnel. À ce jour, on a eu plus de 800 visiteurs à l'appartement. Et parmi ces 800 visiteurs, on a à peu près 200 particuliers et proches aidants, 200 professionnels du secteur médico-social et 200 futurs professionnels. Et les 100, il reste un petit peu d'autres personnes qui sont un peu éparpillées dans plein de plans différents, que ce soit des politiques ou des professions diverses et variées. Et donc, cet appartement, il est situé à Lyon. Donc, il est localisé, ce qui ne permet pas forcément aux gens qui sont partout dans la région de venir. C'est un appartement de démonstration qui, pour autant, est disponible sur une plateforme numérique où on peut le visiter virtuellement, pièce par pièce. Cet appartement est animé par 3 ergothérapeutes. Donc, j'ai 2 autres collègues qui sont avec moi pour assurer l'animation, les visites et les consultations individuelles. Donc, on fait à la fois du conseil par téléphone. Donc, on a des demandes qui nous viennent de partout en France. Parce que quand on est CICAT, on a des aides techniques. Donc, on est un espace où il y a en effet de la démonstration. Mais on assure aussi une veille concernant tout ce matériel. On parlait de vocabulaire tout à l'heure. Aide technique, franchement, c'est pas très sexy et c'est pas très vendeur. Et pour autant, c'est vrai que les aides techniques, elles ont un vrai intérêt dans le soutien de la qualité de vie des personnes à domicile. Il y a plein d'ergots qui sont là aujourd'hui et qui, je pense, seront d'accord avec moi. Et des aides techniques, en fait, il en existe des milliers et parfois des choses dont on n'imagine pas forcément l'existence. D'où le fait que cet appartement, en fait, il puisse vraiment servir dans le parcours du chuteur à une prévention primaire pour être informé et ou conseillé. Du coup, donc, je reparlais de l'appartement et de sa plateforme virtuelle, donc visitable pièce par pièce. Et donc, on a établi une base de données avec des fiches sur chaque aide technique ou des fiches comparatives avec des aides techniques qui servent à la même chose. Par exemple, la baignoire. La salle de bain est un lieu accidentogène et pourvoyeur de chute. Et bien, pour solutionner cette baignoire et son accès, en tout cas en prévention des chutes et en attendant des aménagements qui sont parfois longs à mettre en place, il existe plein de choses. En fonction de la typologie de votre baignoire et de vos capacités, on peut se diriger autant vers une planche de bain que vers une chaise pivotante de bain, que vers un banc de transfert, que vers un siège élévateur de bain si on veut quand même conserver sa baignoire parce qu'on a des douleurs et que le bain reste quelque chose de bénéfique. En tout cas, tout ça, ce sont des questions qu'on se pose et on laisse surtout aux personnes, aux particuliers, la possibilité d'être acteurs de leur propre prévention et de choisir leur matériel. Et donc, nous avons ces fiches ressources que nous pouvons donner aux personnes. Et ces fiches ressources, il y en a à peu près 500 qu'on a établies sur le CICAT Elsa. Et ces fiches ressources, elles permettent à la fois d'établir le nom des produits, où est-ce qu'on peut les acheter, quel est le tarif moyen. En tout cas, que la personne puisse aussi cheminer dans le fait de pouvoir s'équiper. Parce que s'équiper, ça prend parfois aussi du temps. On ne se sent pas en perte d'autonomie, mais des fois, la prévention, ça passe aussi par là, c'est d'être informé avant de s'équiper. Alors, du coup, au CICAT Elsa, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vrai qu'on a autant des ateliers collectifs que des consultations qu'on dit individuelles en ergothérapie. Donc, les ateliers collectifs,
C'est sous forme de visite de groupe, par exemple. On a un partenariat avec Atout Prévention et la CARSAT sur les ateliers équilibre. Et à l'issue de ces ateliers équilibre, les participants sont invités, s'ils le souhaitent, à venir découvrir ELSA, donc l'appartement, et plus ou moins identifier des solutions qui pourraient leur permettre d'être en sécurité et d'apporter du confort, en tout cas, dans la réalisation des activités de la vie quotidienne. On fait aussi des ateliers collectifs autour de l'utilisation des aides techniques. C'est-à-dire que tous les 6 du mois, pour ne pas le dire, on fait ce qu'on appelle une rencontre à ELSA. On aborde une thématique différente, qui est souvent la thématique de la prévention des chutes, qu'on va peut-être renommer aussi, puisque prévention des chutes, c'est pas très accrocheur. Mais en tous les cas, c'est vrai que les gens viennent cuisiner avec nous par le biais d'aides techniques qui sont parfois méconnues. Et le but, c'est vraiment de pouvoir expérimenter ces aides techniques et voir à quel point ça peut faciliter les activités du quotidien. Et une fois qu'on a fait le parallèle avec la cuisine, qui est une activité plutôt de plaisir, eh ben on peut aussi rapidement faire le parallèle avec d'autres activités du quotidien pour les conserver à la maison et les faire de manière sécuritaire. On déploie ces ateliers collectifs dans d'autres appartements de la région Rhône-Alpine, avec qui on a des partenariats, puisqu'il y a sur le territoire national tout un réseau d'espaces de démonstration qui existe. Ce réseau s'appelle Réseautage. Si vous voulez aller voir, il a été notamment mis en place par le TASDA et le Roi Merlin Source. Et donc ensuite, pour en tout cas individualiser ou personnaliser notre conseil en tant qu'ergothérapeute, on propose aux personnes qui viennent nous rencontrer à l'appartement ELSA, ou en tout cas qui prennent des rendez-vous pour eux, de venir seuls ou avec leurs proches pour bénéficier de conseils spécifiques concernant leur propre situation. C'est vrai que tout à l'heure on l'a dit, c'est créer un lien avec une personne pour mettre en place du matériel chez elle, c'est tout à fait singulier. Et on n'accepte pas tout de suite. Il y a peu de prescripteurs maintenant. Nous, les ergothérapeutes, on a la prescription sur un panel de matériel médical. C'est pas anodin de mettre en place une planche de pain, un réhausse-prise avec éjecteur ou une aide technique pour l'alimentation. Donc, ces consultations individuelles, elles permettent aussi donc, de personnaliser le conseil et de pouvoir répondre aux besoins de la personne à un instant T. Et enfin, et surtout, ELSA est là aussi pour pouvoir expérimenter en situation les aides techniques, donc au travers soit donc des ateliers collectifs, soit des consultations individuelles. Donc la finalité, c'est aussi que les personnes puissent se saisir des informations et des conseils qu'on va leur donner pour pouvoir devenir acteurs dans sa propre prévention, qu'elles aillent à leur propre rythme, parce qu'en effet, on ne se sent pas forcément vieillir. Et nous, souvent, quand on expose du matériel dans un forum, on dit « Ouh là là, c'est pas pour moi ». Et quand on pose la question à la personne, c'est vrai qu'elle est plus proche des 90 ans que des 60. Mais le but, c'est vraiment de faire cheminer pour se dire qu'il y a des équipements qui peuvent nous servir à nous, mais aussi à nos voisins, lorsqu'on fait des ateliers collectifs avec des personnes qui avancent en âge. Pardon, j'ai dépassé. Bon. Bah voilà, cette diapo récapitule un petit peu les fiches techniques qu'on peut proposer avec l'œil de l'ergo qui sera important. Et enfin, le recours aux aides techniques est un cheminement personnel dans le parcours de la personne qui chute. C'est pourquoi nous mettons notre expertise au service de leur accompagnement dans un processus d'adhésion qui résume un petit peu. Voilà. Merci à vous. Alors, quelle est cette question urgente ? Urgente. Pas trop. SICAT ELSA peut-il fonctionner en EHPAD ? Alors. Je crois que c'est ça. Hein. Il me manque un petit bout de papier. Alors, en fait, le SICAT en tant que tel donc, est un dispositif labellisé par la CNSA. Donc, nous, on a un appartement où on est à la disposition de tout le monde, par téléphone aussi, ou par mail. Par contre, on développe des prestations pour les établissements, les ESMS qui ne disposent pas d'ergothérapeutes et pour faire des évaluations d'ergothérapeutes pour des résidents, par exemple, ou pour de l'accessibilité, mais ça n'entre pas dans les missions initiales définies par un SICAT. Merci, la réponse était absolument claire. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions urgentes, on va passer tout de suite à l'axe 4, donc
La question de l'activité physique, est-ce que c'est la meilleure arme anti-chute? On a l'impression, parce qu'on a parlé beaucoup, peut-être beaucoup trop, mais d'activité physique. Donc merci en tous les cas à Maëlle Garros de nous présenter donc, la promotion de l'activité physique adaptée, un dispositif d'accompagnement vers la pratique d'activité physique adaptée et CDOS de la Loire. C'est ça, j'ai plus rien à dire. Du coup, Maëlle Garros, moi je suis éducateur APA. Alors pour la petite histoire, APA c'est licence STAPS, Master STAPS, donc fac de sport. Donc nous on n'est pas professionnels de santé, professionnels sportifs au départ, mais on est entre les deux. On s'occupe plutôt des gens qui sont avec des pathologies pour le coup ou qui sont âgés. Donc moi du coup sur la Loire, et l'idée aujourd'hui c'est effectivement de parler, on va dire, activité physique et santé, et surtout de vous présenter en l'occurrence un dispositif qui existe sur le Val-d'Rhône depuis pas mal d'années maintenant. Sur ce qu'on appelle le DAPAP. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ou pas, comme ça? Je vois des têtes oui. Ceux qui ne me répondent pas en général, c'est non. DAPAP, dispositif d'accompagnement à la pratique d'activité physique. Donc ça existe depuis, au final, 2018, pour nous le référencement, et qui est piloté, financé par l'ARS et la DRAGES au niveau sport. Et du coup, on fait le lien effectivement avec toutes les autres institutions pour le coup public pour parler effectivement santé de manière générale. Donc au départ, le DAPAP, c'est malades chroniques, précaires, et les précaires, c'est les C2S, couverture santé solidaire, c'est les anciens CMUC plus les ACS. Et donc toutes les personnes qui ont plus de 70 ans, donc sans critères forcément au départ en cas de chute, mais on se pose souvent la question de la chute dès qu'ils ont passé 70 ans. Donc sur la partie 70 ans et plus, aujourd'hui, en Auvergne-Rhône-Alpes, de façon générale, vous avez à peu près 500 bénéficiaires qu'on pourrait appeler patients, qu'on pourrait appeler adhérents, enfin peu importe le terme qu'on leur donne, donc 500 personnes qui sont suivies, on va dire en Auvergne-Rhône-Alpes. Et chaque personne, du coup, on va leur proposer un parcours un petit peu spécifique, en leur disant, pour pouvoir répondre à une question d'activité physique et de santé, c'est quand même compliqué de vous répondre simplement par téléphone en vous disant allez à côté, ils font les choses très bien. Oui, ils font des choses très bien, mais on ne les connaît pas forcément. Donc en fait, on va prendre un temps individuel avec chaque personne pour justement savoir qui ils sont de manière générale. Et on va leur faire du coup des tests un petit peu spécifiques dès lors qu'ils ont plus de 70 ans sur la question de l'équilibre, donc équilibre unipodal, le fameux flamant rose. Tamepengo, on rentre vraiment dans le côté chute, c'est-à-dire s'ils ne font pas 5 secondes, on va dire, sur un pied, on va parler du coup de Tamepengo, c'est-à-dire 3 mètres et on revient s'asseoir. Grosso modo, s'ils font plus de 20 secondes, risque de chute majeur. 13 à 20, il va falloir fortement regarder. En dessous de 13 secondes, normalement, il ne devrait pas être en gros problème. En tout cas, pas tout de suite. La souplesse, et notamment souplesse scapulaire, on oublie souvent, mais si on n'arrive pas à toucher ses épaules, ça peut être compliqué aussi au quotidien. Pas forcément sur la chute, mais plutôt sur l'autonomie. La puissance musculaire, membre inférieur, membre supérieur, et l'endurance, du coup, est-ce qu'ils arrivent à marcher un petit peu au quotidien. Donc tout ce travail-là, en tout cas sur la partie vieillissement, on le fait effectivement avec les filières gérontologiques, notamment les services gériatriques et les urgences, pour le coup sur Saint-Étienne et Firminy, pour ceux qui connaissent un petit peu la Loire. Les urgences nous orientent souvent des gens, parce que du coup ils arrivent aux urgences avec des chutes, et puis finalement derrière on les remet à domicile, mais on n'a pas réglé forcément la question de la chute, parfois. En tout cas on a déjà les conséquences. Donc le gérontopole, on a fait pas mal d'actions de conférences, de sensibilisation aussi sur la question de la chute et de l'oncogériatrie aussi, en l'occurrence. La conférence des financeurs, donc sur la partie équilibre, notamment sur les territoires qu'on va appeler zones blanches. Alors maintenant, dans la loi, on ne parlera même plus de zones blanches, a priori. Mais en tout cas, des territoires où il y a moins d'actions, en tout cas de prévention. Atout prévention Rhône-Alpes, donc sur les actions notamment de prévention des chutes pour l'instant, mais ça va changer le nom, ce que j'en comprends au bout de la 4e. Et du coup, ils ont aussi des actions de mémoire. Donc, c'est-à-dire que parfois, le bilan permet de s'y orienter autre chose que l'activité physique, en l'occurrence. Et donc, les CPTS, ça parle à tout le monde, j'espère. Oui. Du coup, par exemple, pour mon territoire, sur le Rouennais, il y a une CPTS qui, du coup, s'occupe, en tout cas, veut avoir un parcours ostéoporose fracturaire. Donc, du coup, ils sont pas forcément orientés, en tout cas, chute au départ, mais quand même, à un moment donné, on va se poser la question de la chute. Oh, trop rapide. C'est ça. Donc, aujourd'hui, en gros, c'est la question qu'on pose tout le temps. C'est comment on fait pour vous les envoyer et qui vous les envoie.
Aujourd'hui, l'orientation, elle est majoritairement finalement médicale, que ça soit médecin traitant ou que ça soit médecin spé. À savoir que depuis mars 2023, la loi sur la prescription d'activité physique a changé, c'est-à-dire qu'au départ étaient inclus que les personnes qui avaient des affections de longue durée, donc il n'y avait pas de question forcément d'âge. Aujourd'hui, ils parlent de malades chroniques et situations à risque. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez aussi rentrer l'obésité et le risque de chute qui est à risque peut-être à un moment donné d'avoir d'autres problèmes de santé. Donc aujourd'hui, c'est plutôt orienté professionnel de santé avec un grand S, puisque beaucoup de médecins, mais aussi des infirmiers, on a aussi des pharmaciens, on peut avoir des assistants sociaux qui nous orientent. L'idée, c'est de se dire aujourd'hui, tout le monde peut faire la communication du DAPAP, et en tout cas de cette information-là, tout le monde peut la faire. On va proposer un bilan physique et motivationnel, grosso modo 1 heure à 1 heure et demie. Vous avez un référent, donc un DAPAP par département. Il n'y a qu'un département où il n'y a pas de DAPAP. J'espère qu'il n'y a personne de ce département-là. C'est la Haute-Savoie, pour l'instant, qui du coup, en Haute-Savoie... Donc la MSS, oui, mais il n'y a pas de DAPAP pour l'instant. Aujourd'hui, le plus proche, on va dire, c'est la Savoie. On ne connaît pas trop mal le territoire. Donc le bilan physique et motivationnel, on va dire 1 demi-heure, 3/4 d'heure au niveau du coup vraiment échange. Grosso modo 20 minutes à 1 demi-heure de test physique, que je disais tout à l'heure. Et du coup 20 minutes où on va conclure le bilan et montrer qu'est-ce qu'on peut leur proposer comme activité et vers où on peut les orienter. Donc ces 3 niveaux qui vont exister, il y en a un que j'ai enlevé. La partie kiné, ça nous arrive d'avoir des gens qui sont risque de chute plus, qui aujourd'hui sortent de tous les parcours qui peuvent exister. Et on va dire aux médecins, il va peut-être falloir commencer par la kinésithérapie et de la rééducation avant de parler d'activité physique. Voilà. Donc premier niveau, on va dire pour nous, sur l'accompagnement, ce qu'on appelle des ateliers passerelles. Donc ça a une durée de 3 mois à 1 an, selon les départements aujourd'hui où vous êtes en Auvergne-en-Alpes. C'est des gens qui ont des limitations physiques modérées à sévères, donc je dirais c'est la sortie de rééducation, mais c'est pas encore une personne qui pourra aller partout sur le territoire. Et en général, vous allez rajouter la problématique de peur psychologique, c'est-à-dire j'ai peur de chuter, j'ai peur de mal faire, j'ai peur que ça soit trop dur, enfin voilà, tout ce qui peut aller à côté. C'est-à-dire que la problématique de l'engagement après, dans la régularité aussi. Donc c'est des groupes homogènes aujourd'hui entre 5 et 10. Donc c'est, je dirais, plutôt très cocooning. Deuxième niveau, finalement, si l'atelier passerelle a été efficace, ils passent en sport santé, et puis on peut aussi avoir des gens qui ont fait le bilan et qui sont directement en sport santé. Donc là, on a des gens qui ont des limitations physiques modérées et qui vont être encadrés par des gens qui ont des bac plus 3, bac plus 5 au niveau, on va dire, activité physique et santé. Troisième niveau, ce qu'on appelle le sport bien-être. Donc c'est des gens qui ont des limitations physiques minimes, voire parfois pas de limitations, et qui vont être finalement mis avec un groupe où les gens n'ont pas forcément tous une problématique, qu'elle soit de chute ou de santé, mais par contre l'intervenant, lui, il est sensibilisé à repérer, je dirais un petit peu les petits signes qui feraient que ça pourrait se dégrader plus rapidement. Donc là, c'est plutôt des groupes assez hétérogènes sur le sport santé et le sport bien-être. Et vous pouvez avoir des activités très variées, puisqu'en l'occurrence, vous pouvez avoir du karaté santé. Et je pense que personne ici n'aurait imaginé faire du karaté, non, même à 80 ans. Ben non, c'est encadré par un kiné qui s'est formé, et qui en plus fait du karaté, qui s'est formé du coup sur le côté, en l'occurrence, équilibre et chute, en plus de son boulot. Vous pouvez avoir des activités de pilates, qui est plutôt la mode d'aquagym. Vous pouvez avoir du basket santé, du tennis santé, enfin, pas mal d'activités physiques finalement différentes en fonction des gens et de leurs envies. L'idée dans tous les cas, post-bilan, quelle que soit l'adhésion au programme et au conseil qu'on leur fait, on va les suivre à 3 mois, 6 mois, 1 an et 2 ans. Ça, je dirais, c'est les temps d'étape minimum. C'est-à-dire certains, on va les avoir toutes les semaines au téléphone, voire en physique. Et j'ai fini. Alors, il me reste juste une diapo, c'est juste pour vous dire, en gros, toutes les activités qui existent sur le territoire Auvergne-en-Alpes, vous pouvez les trouver sur ce site-là. Il s'appelle le portail du sport santé bien-être. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez orienter les gens aussi directement vers les structures. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une question dans la salle un peu urgente? Oui, au fond. Non, à gauche, là. Là, à gauche, hein, c'est ça? On reprendra des questions après, hein, mais celle-là, c'est l'urgente.
Juliette Bidot, kinésithérapeute, CPT Sport de Provence. Si des fois on a envie d'orienter un de nos patients vers vous, une fois qu'il a fait sa rééducation et qu'il est bien prêt pour l'activité physique, au niveau des financements, comment ça se passe ? Aujourd'hui, le bilan, il est gratuit, parce qu'effectivement, il y a justement cette prise en charge par l'ARS et la DRAGES. Par contre, les activités qui vont être proposées derrière, je dirais, les coûts sont complètement différents les unes des autres. Vous pouvez avoir des activités à 40 € à l'année, et c'est plutôt orienté association fédérale ou centres sociaux, et pour les activités privées, entre guillemets, qui vont coûter 500 € par an. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de prise en charge, en tout cas, de cette activité physique-là. Les seules choses, mais c'est pas lié aujourd'hui, pour l'instant en tout cas, à la question du vieillissement, les seules choses qui sont en projet, en pré-projet au niveau du financement de la sécurité sociale pour 2024, c'est le diabète et le cancer, mais je n'ai pas encore tous les détails de quel diabétique et quel cancer. Donc diabétique, on pourrait penser peut-être âgé, mais peut-être que certains non. Donc aujourd'hui, pas de prise en charge financière, en tout cas automatique. Et le bilan donc est pris, parce que j'avais posé la question à Valence et il ne m'avait pas donné ça comme réponse. Ça a changé récemment ? Non. Donc c'est Valence, il y a des représentants de Valence là-bas peut-être. Compléter. Je suis Doriane Argaud, donc moi je suis à l'Agence régionale de santé. On finance le dispositif départemental d'accompagnement vers l'activité physique. Ce que Maëlle a oublié peut-être de dire, c'est qu'il y a quand même un forfait de 150 € CSS pour les complémentaires santé solidaires. Donc certains patients, ou personnes qui sont avec des revenus très faibles, l'ARS complète 150 personnes. Et puis après, il y a pas mal de mutuelles quand même. Donc ça, on fournit la liste aussi, qui participent à une prise en charge des séances en tant que telles et du bilan. Donc après, il faut se renseigner auprès du DAPAP pour qu'ils vous disent un peu les possibilités. Voilà. Merci pour le complément. Donc merci Maëlle. Donc maintenant, on va passer à l'axe 5. Donc la téléassistance pour tous. Et avec un exemple qui est donc la téléassistance en Isère, un outil au service de la prévention et du maintien à domicile. Et donc j'accueille le docteur Laurence Lorset du département de l'Isère. Merci. Oui, bonjour à tous. Gaëtan m'a donc présenté. Donc moi, je voulais vous présenter nos réflexions en Isère sur la téléassistance. Comment aujourd'hui on peut faire évoluer ce dispositif de téléassistance pour renforcer son offre en prévention, en repérage et en prévention des chutes et plus globalement en prévention de la perte d'autonomie. Donc pour comprendre dans quel contexte nos réflexions sont engagées, il faut que je vous explique un peu le contexte isérois de la téléassistance. Donc historiquement, la téléassistance, en fait, c'est un service d'alerte de situations d'urgence qui sont déclenchées par une personne, souvent des personnes fragiles, isolées à domicile. Et donc, au niveau de l'Isère, en fait, notre téléassistance s'organise autour de 3 opérateurs principaux. Et concernant la question justement historique de l'alerte en urgence, ces 3 opérateurs en fait sont conventionnés avec le SDIS, le service départemental incendie et secours, en fait les pompiers, qui sont les premiers répondeurs de premier niveau suite à des alertes, déclenchement de la téléassistance. Donc plus globalement, on réfléchit donc à l'évolution de cette téléassistance. Ça s'inscrit dans un projet plus global du département, dans sa politique de prévention et dans une véritable volonté de travailler dans un maillage territorial et d'une vraie coordination entre les différents professionnels pour répondre au parcours de prévention. Ça fait écho un petit peu à des questions qu'on a déjà évoquées ce matin. Donc les constats, pour mener un peu notre réflexion, donc on a fait des études, on a partagé avec les partenaires et là je vous présente un certain nombre de constats qu'on fait aujourd'hui des fonctionnements de la téléassistance. Alors l'intérêt de ce dispositif dans la prévention des chutes et puis plus largement de la prévention de la perte d'autonomie, c'est que c'est un dispositif qui est utilisé par beaucoup de personnes et qui permet vraiment d'avoir une vision large des situations. Ça touche 50% des bénéficiaires APA. Alors là, ce n'est pas l'APA, l'activité physique adaptée.
c'est l'APA, l'allocation personnalisée autonomie. Hein, donc 85% des GIR 3-4, en fait, ça touche 85% des GIR 3-4. Il y a aussi, bien sûr, des personnes qui relèvent des dispositifs des caisses de retraite, hein, des GIR 5-6 aussi, qui bénéficient de la téléassistance. Donc, c'est un grand panel, en fait, de personnes qui bénéficient de ce dispositif. Donc, c'est un acteur qui vraiment bénéficie d'une vision large et régulière des situations des abonnés. Donc, un autre constat qu'on a fait aujourd'hui, remonté par le SDIS, donc par les pompiers, c'est qu'il y a une évolution croissante des demandes, en moyenne 12 appels par année, qui peuvent aller monter jusqu'à 79 appels sur certaines situations. Donc, pour vous citer un exemple, 79 appels où derrière, il n'y a pas vraiment des fois de suivi. 79 appels d'un service pompier qui est aujourd'hui quand même un service qui doit intervenir dans les urgences et qui n'est peut-être pas forcément toujours adapté pour donner la bonne réponse. Dans ces 79 appels, les pompiers sont intervenus une seule fois pour transférer la personne en établissement de santé. Sinon, 49% des appels, c'était pour un relevage simple, sans aucun suivi derrière et accompagnement de ce repérage d'une situation à risque. Et puis dans les autres cas, c'était beaucoup ce qu'on constate et qui va me permettre d'identifier aussi un élément important qu'on a repéré dans les appels des personnes qui ont une téléassistance, c'est qu'en fait 90% des appels, elles sont liées à une demande d'écoute sociale. Vraiment, les personnes, elles appellent parce qu'elles se sentent seules, isolées, elles ont des douleurs, elles n'ont pas d'interlocuteur. Donc, c'est des appels non urgents, en fait, qui ne relèvent pas aujourd'hui de l'organisation telle qu'elle est mise en place au niveau du département, ne répond plus bien aux missions du SDIS qui est dévolu, d'autant plus dans le contexte actuel, à gérer les situations d'urgence. Donc, une fois ces constats faits, en fait, nous, les objectifs et les enjeux qu'on se pose, c'est de se dire qu'il faut faire évoluer, changer le regard sur ce service de téléassistance pour qu'il s'inscrive beaucoup plus comme un outil, comme un dispositif dans les parcours de prévention et qui puisse être à l'interface entre différents professionnels pour construire ces parcours, du fait qu'il permet de repérer un certain nombre de situations à risque, de fragilité, un certain nombre de signaux. Donc vraiment, l'idée, c'est d'encourager une offre qui va développer aussi bien l'aller vers la personne que favoriser l'accompagnement. Et puis, en concernant les chutes, prévenir les situations à risque. Bon, on a vu dans l'exemple une personne qui a été relevée 44 fois et puis derrière qui n'a pas été accompagnée dans un parcours. Donc derrière, comment de ces alertes, on inscrit vraiment les personnes dans un parcours et on construit une coordination entre différents professionnels, que ce soit les professionnels sanitaires, le centre hospitalier, pour faire un bilan de chute et mettre en place les actions adaptées pour prévenir ces chutes. Et puis aussi, l'intérêt de la téléassistance, c'est qu'aujourd'hui, les téléopérateurs, ils interviennent à domicile. C'est la porte magique qui s'ouvre. Oui, ce que je disais, aussi l'intérêt aujourd'hui repéré dans ce dispositif de téléassistance, c'est que les téléopérateurs, quand ils vont installer la téléassistance, ils vont à domicile. Ça fait partie des acteurs qui vont à domicile et qui peuvent évaluer des besoins de la personne dans l'adaptation du logement ou dans les aides techniques et du coup être en relais avec les acteurs pour mettre en place les dispositifs nécessaires. Donc aujourd'hui, voilà, donc nous, notre réflexion sur l'évolution de l'offre, c'est comment on peut mettre en place une offre qui permette de repérer les situations à risque, notamment de détecter les situations à risque de chute et donc faciliter, au-delà du repérage, l'accès des personnes
aux actions individuelles, un bilan de chute, ou aux actions collectives de prévention. On en a parlé d'un certain nombre de ces actions collectives. En gros, comment on met en lien en fait tous les acteurs pour vraiment construire un parcours de soins et puis permettre l'accompagnement, l'orientation de la personne vers les outils en s'appuyant sur des outils de coordination. On a évoqué ce matin mon CISRA, la messagerie sécurisée. C'est un moment comment, à partir d'une alerte, d'un repérage de risque, on ne fait pas que se contenter d'une alerte, mais on met en lien tous les professionnels pour agir sur le parcours et répondre aux besoins de la personne. Et puis en fait, le dernier axe qui doit être travaillé, c'est comment on peut offrir un nouveau socle, un socle de nouveaux services. On a vu tout à l'heure dans les constats qu'en fait 80% des appels relevaient d'une écoute sociale. Donc comment cette téléassistance, elle peut répondre demain à une vraie écoute sociale des personnes, à des liens de convivialité, et donc aussi à un soutien psychologique des personnes qui ont une téléassistance. Voilà, donc globalement, c'est ce que je voulais vous dire sur la téléassistance, qui doit donc s'ouvrir dans un panorama beaucoup plus grand et s'inscrire pour nous au niveau du département dans nos politiques de prévention en lien avec les différents professionnels. Merci. À peine dépassé, c'est parfait. Est-ce qu'il y a... Je ne m'étais pas trop chronométré. Non, très très bien, très très bien. Bon, un peu dépassé, mais je t'en reparlerai. Je veux juste... s'il n'y a pas de questions du tout, si ? Merci. Moi, j'en ai 2-3, mais on va les garder plus tard. Vous pouvez donc vous lever, vous présenter, etc. Voilà. Alors, bonjour, je suis Franck Callot de Téléassistance Sud-Isère. Et donc, par rapport à tout ce que vous avez présenté, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été proposé. Et d'ailleurs, au niveau du service, on a bien travaillé sur différentes solutions. Je suis tout à fait prêt à échanger avec vous là-dessus prochainement, Madame Lorcet. Alors ça, c'était une question semi-urgente, on va dire. C'est un appel du pied. Oui. Moi j'en ai peut-être une s'il n'y en a pas du tout dans l'assistance. C'est juste une précision. Si j'ai bien compris, moi l'idée de la téléassistance, c'est un bip, voilà, puis ça va au SDIS, et puis voilà, il y a une réactivité. Là, tu es en train de dire qu'en fait, on peut aussi réorienter la fonction de téléassistance, voire, pour rebondir sur les évaluations à domicile, accompagné d'un ergothérapeute, ou je ne sais pas, c'est un peu ça, c'est d'avoir d'autres missions. C'est ça, c'est l'idée de faire évoluer la téléassistance vers d'autres missions que j'ai décrites. Alors faire évoluer vers d'autres missions qui sont l'écoute sociale, mais surtout par rapport à ce que tu dis, c'est comment d'une alerte, qu'est-ce qu'on en fait, et comment ça fait écho ce matin, comment on se met en lien entre les professionnels, et on ne se contente pas de se dire le SDIS intervient, ok, j'ai relevé 49 fois la personne, mais comment j'alerte le médecin, comment derrière on provoque un bilan de prévention, un bilan de chute, et comment derrière on met les actions qui sont adaptées, c'est ça. Et donc du coup, alors c'est complexe certainement, mais c'est vraiment nous dans l'esprit où on s'inscrit aujourd'hui dans les différents projets qu'on monte autour du repérage des fragilités, de la prévention, c'est comment on se coordonne entre acteurs pour répondre au parcours de soins ou de prévention de la personne. D'accord, merci. Bon, on y reviendra tout à l'heure certainement. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Marie-Claire Minola, donc, qui est coordinatrice du groupe Interrégime Atout Prévention Rhône-Alpes, et donc qui va nous parler d'un axe très particulier, parce que c'est l'axe transversal, informer et sensibiliser, le parcours de prévention. Là, 8 minutes 30. Merci. Donc effectivement, je suis Marie-Claire Minola, coordinatrice du groupement Atout Prévention, et je suis également responsable du département prévention senior à la CARSAT Rhône-Alpes.
Alors, Atout Prévention, très bien, merci. Atout Prévention, je ne suis pas certaine que tout le monde connaisse. Qu'est-ce que c'est? Atout Prévention, c'est un groupement des caisses de retraite rhône-alpines. Là, on est sur le territoire Rhône-Alpes. Donc, avec la CARSAT Rhône-Alpes, les 3 MSA du territoire, le régime des mines, et puis depuis le 1er janvier, l'Agirc Arrco. Et ensemble, notre objectif, c'est de fédérer nos expertises et nos moyens pour pouvoir amplifier nos politiques de prévention pour bien vieillir. On a chacun des politiques, mais on s'est dit qu'il fallait mieux se mettre ensemble, se coordonner et augmenter nos moyens. Donc on a une enveloppe financière commune qui nous permet de réaliser encore plus d'actions de prévention. Donc ça, c'est sur Rhône-Alpes. Sachez que pour les Auvergnats, il existe aussi une ARCEPT pour bien vieillir en Auvergne, qui a des objectifs à peu près similaires. Voilà. Alors, les caisses de retraite, pourquoi est-ce il est intéressant qu'on soit positionné en prévention? C'est déjà parce que nous connaissons les retraités, parce qu'on paye leur retraite. Et dans la mesure où on leur paye une retraite, on les connaît et on les suit tout au long de leur vie à la retraite. Donc, dès l'arrivée à la retraite, on va être proactif et on va leur proposer de rentrer dans un parcours de prévention pour bien vieillir. Donc, il y a 14 grandes thématiques qu'on retrouve au niveau national. La première thématique, ça va être déjà d'être bien dans sa vie à la retraite. Donc, il y a, dès l'arrivée à la retraite, des ateliers bienvenue à la retraite pour anticiper comment on fait évoluer sa vie et comment on commence à mettre en place des mesures de prévention pour bien vieillir. On a un volet après qui va être plutôt bien dans mon corps, j'y reviendrai après. C'est là où on va retrouver toutes les actions qui peuvent contribuer à la prévention du risque de chute ou au bon équilibre. Voilà. On a ensuite tout ce qui tourne autour de l'environnement. On sait qu'effectivement, sensibiliser sur l'habitat, c'est essentiel. Sensibiliser aussi sur la mobilité, ça peut être intéressant. Donc, on a des ateliers. Et puis, on a le bien dans ma tête, bien avec les autres, où là, on va travailler sur le bien-être et l'estime de soi, sur la mémoire, où des fois, on fait aussi des ateliers. Maintenant, on va mixer et la mémoire et l'activité physique. Voilà, donc toutes ces actions, on va les proposer tout au long de la vie à la retraite, donc auprès de nos retraités. On va s'appuyer aussi sur des partenaires locaux. On a notamment on parlait tout à l'heure de mairies qui ont des initiatives et certaines nous contactent parce qu'elles veulent mettre en place des actions de prévention sur leur territoire. Donc pour le Atout Prévention, en 2022, vous voyez, on a réalisé plus de 1000 actions collectives et on a touché plus de 28 000 personnes. Depuis 10 ans, on a touché l'équivalent de la ville de Grenoble. Voilà, donc c'est pas mal, il faut qu'on continue. Mais voilà. Donc, dans le cadre de ces actions de prévention, bien évidemment, on doit mettre des priorités et pour nous, la prévention des chutes fait partie de nos priorités. Donc, on a 54, l'année dernière, on a eu 54 ateliers équilibre, voilà. Mais on a aussi donc, des ateliers, des conférences sur l'activité physique, sur l'habitat, sur la nutrition. Donc, vous voyez, ça fait à peu près 350 actions qu'on avait et qui concernent en fait les facteurs qui peuvent prévenir, éviter le risque de chute. On est tout à fait conscient de l'enjeu de la prévention des chutes et volontairement, dans nos orientations, dans nos budgets, on a renforcé nos actions autour de ces thématiques, avec par exemple cette année 2 conférences sur le bon usage du médicament, avec effectivement le docteur Gavesi qui est ici et le gérontopôle. Et puis on a renforcé nos offres d'ateliers et d'activités physiques adaptées. Donc on développe ces actions de prévention, mais ce qu'on souhaite aussi, c'est aller toucher les plus fragiles. Et pour ça, on a besoin des autres. Tout seul, on ne sait pas faire. Donc c'est pour ça qu'on a des partenariats. Avec les centres Agirc Arrco, avec les centres d'examen de santé, avec le CHU de Lyon et le programme Bien sur ses jambes. Et donc, grâce au repérage, à tous ces bilans, on peut avoir des personnes qui nous sont orientées et qui vont réaliser des ateliers équilibre. C'est très précieux. On a aussi les structures évaluatrices qui vont au domicile des personnes. Vous savez, les retraités peuvent demander d'avoir des aides d'aide ménagère, par exemple. Sauf que nous, on ne veut pas juste leur donner une aide ménagère. Il est essentiel que ces personnes, elles soient vues dans leur environnement. Et donc, on a des structures évaluatrices qui vont chez elles, qui passent la grille fragile et qui repèrent effectivement des fragilités, font des préconisations. Et dans les préconisations, on va avoir des ateliers de prévention, des aides techniques. Voilà, donc on s'appuie sur ces professionnels qui ont un rôle aussi essentiel à jouer, je pense, dans l'avenir et dans nos dispositifs. Et on a pu aussi tester en Rhône-Alpes un dispositif particulier où on offre à 300 retraités un programme d'activité physique à domicile. Donc en fait, la structure évaluatrice repère le besoin et ensuite la personne va avoir 12 séances d'activité physique à domicile. Et on est en train de le tester avec une orientation par le CHU de Lyon. Pardon ? 12 séances et 2 fois, ça peut se faire 2 fois. Voilà, on essaye aussi d'évaluer
la qualité de nos actions. Donc là, il y a des questionnaires en début de séance, en fin de séance et à 6 mois. Donc ça nous encourage. On voit que les personnes indiquent que leur équilibre leur paraît meilleur à 70% après l'atelier. Ils se sentent rassurés dans leur gestes quotidiens, dans leur capacité à se relever s'ils chutaient. On voit qu'il est plus difficile pour eux, par contre, d'accepter le fait de se dire qu'il faudra peut-être qu'ils adaptent leur logement, par exemple. Voilà, pour poursuivre ces évaluations, on est en train de lancer avec le CETAF une nouvelle étude, justement, où on va interroger les personnes à 6 mois et également essayer de travailler sur le marketing social. Comment est-ce qu'on peut faire venir les personnes, et pas parler d'ateliers chute, mais d'autres choses pour qu'ils viennent nous voir. Voilà, et puis comme c'est le volet transversal, je dirais comme on a une approche régionale, on a la chance de pouvoir travailler avec chacun d'entre vous. Alors désolé, on n'est pas sur le territoire, mais ça c'est une collègue qui est là-bas. Mais voilà, et je crois que c'est une opportunité de travailler tous ensemble, de se coordonner, parce que c'est comme ça qu'on est plus efficace. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps pour les questions non urgentes. En attendant les questions non urgentes pour partout, j'en ai quelques-unes là déjà prêtes. Juste pour vous, pour se remettre sur des chiffres, vous avez donné des chiffres qui sont assez impressionnants. 350 ateliers, 28 000 bénéficiaires en 2022. Sur Rhône-Alpes, ça représente par rapport à combien de personnes retraitées ? Alors, on a plus d'1 million de retraités, il faut rester modeste quand même, de tous âges. Voilà. Après, nous, on reste déjà sur la prévention primaire. On va toucher des retraités qui sont en 5 et 6. C'est nos cibles. Ensuite, on passe le relais au département. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, on va revenir. Là, je vais prendre un petit peu à nouveau dans l'ordre, à moins qu'il y ait des questions dans la salle. Vous n'hésitez pas. Donc, il y avait sur la première intervention... Ah, pardon. J'ai pas vu. Dans la salle. Je vois pas bien. Non, voilà. Mettez-vous debout parce qu'on vous voit pas en fait. Alors, je me suis fait une liste comme ça. Après, je ne dis plus rien. Voilà, je fais des questions à moi toute seule depuis le début et après je me tais. Quand vous avez parlé d'aide à domicile, de suivi à domicile, c'est des APA ou c'est des auxiliaires de vie formés? C'est par rapport à de l'aide ménagère. Vous savez, c'est des plans, on développe des plans qu'on appelle OSCAR, où les personnes vont venir sur les lieux de vie pour effectuer, accompagner dans les tâches du quotidien. Parce que vous parlez d'activité physique aussi. Les 300 personnes. Les 300, non, c'est des personnes formées à l'activité, à la part. Physique adaptée, bien d'accord. sûr. Okay, oui, tout à fait. On travaille avec plusieurs associations. D'accord. Deuxième question. Est-ce qu'il est prévu de faire des campagnes d'information, sensibilisation au grand public, mais de manière proactive et positive? C'est-à-dire qu'effectivement, il faudrait qu'on puisse montrer des vieux qui vieillissent bien, quoi. On focalise beaucoup sur le vieux qui vieillit pas bien. Il y en a, mais évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Mais en fait, il y en a plein qui vieillissent bien. On discutait tout à l'heure, il y avait un monsieur qui, à 104 ans, faisait du vélo. Et effectivement, c'est peut-être ces gens-là qu'il va falloir mettre en exergue et en avant pour montrer que oui, on peut vieillir bien, longtemps, avec de bonnes capacités, que c'est possible et que c'est pas magique, en fait, que c'est relativement simple. Ça demande un peu d'effort quand même, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui sont envisagées au niveau régional, national, et qu'on soit un peu créatif? Je fais ma troisième question et après, comme ça, c'est fini. Et par contre, ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas abordé la problématique psychologique de la chute. Moi, dans mon cursus, je fais beaucoup de chutes et j'ai fait la psychogériatrie. Je m'étais intéressée effectivement à l'impact psychologique de la chute, qui est archi connu. Et effectivement, je pense qu'on ne peut pas, en tout cas nous, c'est ce qu'on fait dans le service, c'est qu'on ne peut pas séparer l'activité physique du trauma, parce que c'est un trauma, la chute, c'est un trauma quelquefois majeur, puisque ça avait été identifié comme l'équivalent des traumatismes dus aux attentats, c'est un peu à la mode, mais voilà, c'est pour vous dire à quel point ça peut être un trauma majeur, et que si on oublie cette dimension psychologique, on aura beau faire des relevés du sol, des temps d'appui unipédal et tout ce qu'on veut, on ne va pas régler la totalité du problème. Et alors, c'est quelque chose qui demande encore de l'argent, encore du temps, mais on l'a complètement squeezé. Donc, voilà. Après, je me tais. Alors, juste peut-être sur la dernière question, je pense qu'il y en avait une, c'était un commentaire plus sur le fait de l'art de bien vieillir. En fait, il faut être positif, etc. Et
dans les différents échanges qu'on a eus aujourd'hui, on voit bien qu'il faut avoir un positionnement qui est peut-être un petit peu différent. On l'a expérimenté, nous, récemment, avec donc ICOP en Isère, où, en effet, on s'est complètement décalé. On a même fait, on a même eu, une troupe de théâtre d'improvisation qui a complètement décalé les choses, qui a terminé par des choses très marrantes en reprenant. C'est comme si, aujourd'hui, on reprenait les choses en se moquant un petit peu de tous ces experts qui sont là, excusez-moi, moi y compris, etc. Et c'était très intéressant parce que et une des questions, pour vous dire, quand on a demandé aux gens quel était, c'est quoi votre truc pour bien vieillir, les deux usagers ou les deux citoyens qui étaient là, parce que c'est vraiment des citoyens, c'est des gens très très actifs, un de 93 ans et une femme de 85 ans, ils ont tous les deux dit à l'unisson, ils ont dit, en fait c'est vivre. Voilà. Donc c'était déjà une bonne... parce que tout le monde s'attendait à moi je fais ça, je fais du jardin. En plus, ils avaient été filmés. Il y avait un qui avait quand même été 7 fois au Népal, vous voyez, des trucs comme ça. Elle qui disait, moi, mon truc dans la vie maintenant, c'est l'activité sexuelle. Vous voyez, donc c'était des gens... globalement, ils paraissaient un peu particuliers, mais en fait, ils disent, non, en fait, ça fait partie de ma vie, et en fait, je continue, et en fait, c'est comme ça que en vivant bien, finalement, peut-être que je vieillis bien, mais peut-être que c'est pour ça qu'il y a un certain nombre qui ne se sentent pas vieillir, c'est que finalement, ils vivent bien. Donc, pour revenir à la question psycho, je pense que c'est très important ce que vous avez dit. Oui, effectivement, je veux répondre parce que dans nos centres, on a des psychologues. Et bien sûr, quand on a abordé la problématique de la chute, moi, les psychologues sont venus vers moi et ils m'ont dit, mais attendez, on parle souvent du médical, et d'ailleurs, dans le plan anti-chute, on parle beaucoup du médical, des facteurs de risque de chute, mais c'est vrai qu'on aborde peu le facteur psychologique, alors que c'est essentiel. Et ils m'ont dit qu'il fallait essayer de repérer dans nos bilans, notamment, les périodes de vie où les gens étaient un peu déstabilisés, soit par un deuil, soit par quelque chose, parce que c'est dans ces périodes-là, en fait, où on tombe. Et c'est vrai qu'on fait de la prévention, et c'est vrai que nous, c'est peut-être aussi la façon de leur dire, là, vous êtes sensibilisés parce que vous avez des soucis, etc. Faites attention, d'autant plus pour la chute, parce que c'est des moments où on pense à autre chose et on tombe. C'est même pas que ça, c'est la chute appel, c'est-à-dire qu'à un moment, quand plus rien vous tient, vous vous cassez la gueule, en fait. Voilà, aussi, symboliquement, la chute, elle a énormément de fonctions. Et c'est vrai que c'est très important de pouvoir repérer ces moments-là, de sensibiliser la médecine générale, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors après, la médecine générale est très malade, comme la médecine tout court, et qu'effectivement, passer encore du temps à faire... Mais bon, le flamant rose, c'est 10 secondes, hein. En fait, 5 x 2, je suis simple, ça fait 10 secondes. C'est pas très long. Et il faut qu'on arrive aussi peut-être à sensibiliser les médecins traitants à ça et à poser des petites questions toutes bêtes. Et effectivement, dans des périodes de vie critiques, ces gens vont tomber et il faut l'anticiper. Et ça, il y a aussi un énorme boulot là-dessus. Alors, également dans nos ateliers qui sont réalisés par la CARSAT, donc c'est le versant très physique. Et puis, moi, je fais intervenir la psychologue. Donc, notamment sur Bourg-les-Valences, la psychologue intervient 3 fois, en fait, en amont, au milieu et à la fin. Parce que c'est vrai que c'est important de faire participer la psychologue pour le risque de chute. Et puis, je voulais répondre aussi, désolée, à ce que vous disiez tout à l'heure, le profil des personnes. On s'est intéressé dans nos centres au profil de nos bénéficiaires qui venaient nous voir pour voir un petit peu. Alors, on s'est fixé avec ce qu'on appelle les critères de Fried. Alors, je ne sais pas si ça parle à quelques-uns, mais c'est des critères assez physiques. Il y a un côté, il y a une question sur la fatigue, mais essentiellement quand même des critères physiques. Et quand même, dans nos centres, vous voyez, il y a 50% de robustes. Il y en a 50% de préfragiles et il y a quelques pourcentages de fragiles. Mais on a quand même pas mal de personnes qui sont quand même dites robustes. Préfragiles, il y en a 50%. Celles-ci, souvent, c'est celles qui vont dans notre parcours de prévention. Mais même les robustes, souvent, elles ont quand même des petites choses. Donc, elles peuvent avoir un petit surpoids, une sédentarité qui est quand même là. Enfin, donc, il y a quand même... Voilà, c'est ICOP. Donc, c'est vrai que c'est intéressant de parler des gens qui vont quand même bien, parce qu'on a quand même beaucoup de seniors qui ont beaucoup d'atouts pour bien vieillir. Mais on peut les aider aussi à encore mieux vieillir. Voilà, une autre question dans la salle. Oui, alors on prend les questions dans la salle. Désolé pour ceux qui sont loin, tant pis pour vous. C'est pas forcément une question, juste une remarque pour préciser ce qu'avait dit Maëlle. Donc effectivement, depuis le 2 mars, la loi sport sur ordonnance a été étendue donc aux personnes qui sont en situation de perte d'autonomie.
Donc concrètement, les personnes qui sont en situation de perte d'autonomie aux yeux donc, de la loi, ça va être les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation, donc de l'APA, pas de l'activité physique adaptée, de l'APA, qui sont titulaires de la carte mobilité inclusion, qui vont être également bénéficiaires d'aide à domicile, donc là les conditions ne sont pas encore très claires, ou alors ça peut être à l'issue d'un dépistage multidimensionnel réalisé par ICOP par exemple. Donc voilà, c'est des conditions à savoir, ce n'était pas forcément très clair au départ. Et donc remboursement sous réserve d'un encadrement par un professionnel de l'activité physique adaptée, donc mentionné aux yeux de la loi, pareil, hein, celle du 30 décembre 2016, donc kiné, ergo, psychomotricien ou enseignant en activité physique adaptée. J'attire un peu l'attention du public sur la dénomination du métier, qui est importante puisqu'on entend beaucoup parler d'autres dénominations, coach, éducateur, ou je ne sais trop quoi encore. Et c'est vrai que enseignant APA, c'est la dénomination qui, derrière, fait état de prérogatives particulières pour l'encadrement et qui, derrière, ancre le fait qu'on soit titulaire d'une licence STAPS en activité physique adaptée. Voilà. Alors, une autre remarque. Pour ma part, j'aurais bien aimé accompagnateur plutôt qu'enseignant, mais... Juste une précision, c'est pas parce que ça ouvre prescription que ça ouvre remboursement. Donc, ce que je veux dire, c'est que le nouveau décret ouvre la prescription. Par contre, le remboursement, comme l'a dit Maëlle, dans la loi de finances 2024, il y a un certain nombre de pathologies complexes où c'est aujourd'hui des articles 51, notamment tout ce qui est cardio, obésité, diabète, qui vont être ouverts petit à petit, mais dans un parcours prédéfini par l'assurance maladie, et là ouvrira au remboursement. Mais prescription ne vaut pas remboursement, attention. Oui, et ce serait très intéressant d'ailleurs d'avoir sur un site, peut-être comme le Gérontopole ou ARS, en effet, ces éléments qui permettent de répondre très rapidement à des médecins généralistes qui nous interpellent, par exemple, et qui disent « Est-ce que je peux prescrire de l'activité physique adaptée ?» On dit « Mais bien sûr, tu peux. » Et après, ils nous rappellent et disent « Oui, mais tu ne m'avais pas dit que... » Maëlle a pris sa diapositive, hein, l'annuaire Sport Santé, enfin la plateforme Sport Santé Bien-être qui est financée ARS et DRAGES, qui sécurise aussi les diplômes, hein, qui fait aussi que pour les prescripteurs, ça permet d'être sûr que dans l'activité physique, on va avoir des professionnels qui ont été validés par surtout le ministère des Sports. Hein. Donc voilà, mais tout ça, ces informations, donc on vérifiera si elles ne sont pas assez claires, on pourra les repréciser. Alors, j'en ai beaucoup. Alors, je vais commencer par les aides techniques. Les aides techniques peuvent-elles être prêtées dans l'attente du temps de financement ? Alors, le but de ECLA, ce n'est pas justement de faire du prêt sur de la longue durée. C'est vraiment des essais dans le but de l'acquisition ou non. Bien entendu, si je ne vous cache pas qu'on est quand même... souple humain, tout simplement. Si on sait que les aménagements vont se faire rapidement, on peut laisser les aides techniques rapidement. Mais le but, non, c'est pas ça. Après, il y a d'autres structures qui peuvent certainement prêter ou c'est en cours de réflexion. Du coup, moi, je veux bien compléter aussi. Donc, en effet, il y a des ergothèques qui se montent et technicothèques, ce genre de structures qui vont quand même vers l'achat, mais qui peuvent prêter un temps des aides techniques. Et il y a même des structures comme, par exemple, Envie Autonomie, qui permet aussi de prêter, donc de tester du matériel, mais d'avoir une location, par exemple, sur des gens qui ont des troubles de la mobilité. On parlait des aides techniques à la mobilité, donc j'en parle, et qui souhaiteraient avoir, par exemple, un scooter pour pouvoir continuer à se promener avec son conjoint, ses enfants, ou peu importe la raison, et qui n'a jamais essayé ce genre de choses, avant d'investir dans ce type de matériel qui peut coûter cher, il peut y avoir de la location, pour le coup, à plus ou moins longue durée. Donc, c'est comme des fois, il y a des prêts qui se fait sur des courts termes, et si on veut l'emprunter sur un plus long terme, il peut y avoir une location mise en place, d'ailleurs sur Envie Autonomie, avec des tarifs plutôt solidaires. Ok, donc je sens qu'il va y avoir beaucoup de nonagénaires en trottinette dans les jours qui viennent. Peut-être préciser qu'effectivement, dans le livret, il y en a, merci Julie, une ergothèque. Ça peut être une ergothèque, oui, sur la Loire. Autre question, donc, alors là, ça va être plutôt
plutôt court et tout le monde peut répondre sans doute. En SMR, donc réhabilitation, quels professionnels avec un S sont habilités pour faire le test unipodal? Infirmière, aide-soignante, point d'interrogation. On est d'accord? Tout le monde? Tout le monde, voilà. Merci. Donc c'est une réponse de la salle, donc c'est encore mieux. Alors peut-être donc question d'une cadre de santé en SMR. Existe-t-il une grille permettant d'évaluer le risque de chute des patients âgés tout au long de l'hospitalisation? Qui veut prendre la... Moi je ne fais que commenter. Hein, donc. Est-ce qu'il y a des choses sur les risques de chute? Une grille. Alors Je vais juste répondre pour donner un coup de main à Gaëtan pour que ce ne soit pas comme si on était à l'amphi et qu'il y avait des gens censés répondre ou les autres. La question du choix des outils est une question très complexe. En fait, en fonction, et moi je vais parler de ma grand-mère ou alors de ma mère, quand elle voulait préparer du couscous, elle n'utilisait pas le même tamis. C'est-à-dire, quelle est votre position? Est-ce que vous êtes en prévention ou si vous êtes à l'hôpital? Quel est, par exemple, l'outil approprié pour votre patient? Et ça, c'est vraiment la connaissance. Le choix des outils, très souvent, vous allez, quand vous êtes étudiant, on vous parle de la sensibilité ou la spécificité. Ça, c'est les termes techniques. Mais après, vous avez ce qu'on appelle l'utilisation de l'outil dans la vie réelle. Est-ce que l'outil est accepté par le patient? Est-ce que l'outil est accepté par l'utilisateur? Et quand on dit utilisateur ici, c'est même si vous êtes à l'hôpital, est-ce que c'est l'infirmier? Est-ce que c'est le médecin? Est-ce que c'est la radiologie? Donc la question, le débat sur le choix des outils est une question qui est plutôt adressée aux professionnels. Qui j'ai en face de moi et qu'est-ce que je choisis à quel moment? C'est-à-dire que si je suis par exemple chez la mamie, je vais utiliser un outil simple, l'appui unipodal, ça va me permettre d'avoir une appréciation à ce moment-là. Par contre, si je suis au CHU avec la possibilité d'avoir un service de radiologie en fonction du besoin, je peux donc faire appel. C'est pour ça que j'essaie juste de répondre pour dire qu'il n'y a pas de bon outil. Le meilleur outil, c'est celui que vous utilisez au bon moment en fonction de qui l'utilise. Est-ce que c'est une assistante sociale? Est-ce que c'est une aide-soignante? Est-ce que c'est une infirmière? Est-ce que c'est un médecin? Est-ce que c'est un spécialiste? Donc voilà, c'était juste pour donner un coup de main. En étant un tout petit peu plus technique, je pense qu'il y a effectivement il y a un panel. Je dirais que si c'est une cadre de santé, si j'ai bien compris qu'il posait la question. Donc, obligatoirement, elle n'est pas toute seule. Et donc, elle a des professionnels, éventuellement des médecins, éventuellement des spécialistes de la rééducation, éventuellement des gens qui aiment bien la chute, éventuellement des gériatres, etc., etc. Et en fait, c'est de se rapprocher vers eux parce qu'en fonction de la population que vous avez, vous n'allez pas utiliser effectivement les mêmes outils. On va dire qu'en fonction du parcours, et je dirais que... je fais un début de conclusion, mais on voit bien qu'on est dans des collaborations absolument nécessaires à la fois pour le dehors, pour organiser les parcours, avec chacun des spécificités qui ont bien été montrées ici. Il y a des parcours hospitaliers aussi, des parcours de prise en charge. On n'a pas beaucoup parlé, il y a une question sur les psychomotriciens et leur rôle qu'on va évoquer juste après. En fait, il y a beaucoup de professionnels de santé aussi qui doivent intervenir à l'intérieur de l'hôpital. Je vous rappelle que la meilleure fabrique de la dépendance, c'est pas dehors, c'est l'hôpital. On fabrique, à partir du moment où on a plus de 75 ans, vous rentrez à l'hôpital, il y en a 1 sur 3 qui repart plus dépendant qu'il n'était avant d'arriver à l'hôpital. Donc on a un vrai job là-dessus. Et les outils, il faut en choisir 1, 2 ou 3 en fonction de 1 ou 2 ou 3 et s'entraîner avec. Voilà, je dirais ça. Alors, je pose la question pour les psychomotriciens parce que je trouve que c'était intéressant. Ils n'ont pas été évoqués et ont tout à fait leur rôle dans tout cet aspect psycho de la chute, donc il y avait, et du corps en mouvement. Alors, je dirais là, kiné, APA, qui veut répondre? Ergo. Dans le cadre de la prescription, pour le coup, ils sont bien fléchés comme pouvant intervenir. Donc oui, pour le coup, bien sûr que les psychomotes peuvent intervenir sur la question, en tout cas, au moins du mouvement, pour le coup. Le seul, parce que chaque fois je le répète, parce que souvent c'est un biais d'information, kiné, psychomote, ergo, il faut passer par la case reconnaissance du diplôme de psychomote, d'ergo et de kiné auprès du ministère des Sports. C'est-à-dire que c'est pratiquement automatique, mais finalement il faut quand même passer par la case de je suis professionnel de santé à je suis professionnel du sport. Et c'est pas simplement je suis psychomote, je vais où je veux, ou je suis kiné, je vais où je veux. Il faut quand même passer par la case de sport.
Je veux bien compléter un petit peu. On avait parlé c'est même vous, bienvenue, qui aviez parlé tout à l'heure de prévention, même en EHPAD. Et les psychomotes sont aussi de plus en plus nombreux en EHPAD, tout simplement parce qu'ils travaillent sur des groupes d'équilibre alliant le psychomoteur à juste titre. Et là, en tout cas, ils ont bien leur place. Et après, ils sont davantage orientés sur en tout cas des indications aussi individualisées avec du conseil personnalisé. Mais comme la psychomotricité est aussi un métier assez récent, il reste encore assez peu connu. Alors déjà que les médecins traitants notamment ont du mal à reconnaître les ergothérapeutes, enfin nous en tout cas on le sait, c'est vrai que les psychomotes c'est aussi quelque chose, enfin en tout cas une reconnaissance des métiers à travailler pour l'avenir et pour la prévention des chutes chez la personne âgée. Je ne l'ai peut-être pas détaillé ce matin quand j'ai parlé du panier de soins, mais dans le panier de soins qui devrait arriver en 2024, effectivement, il y a les kinés qui sont des professions qui sont financées par le droit commun, et les autres, ergo, psychomotes, nutritionnistes, qui feraient partie de ce panier de soins et qui seraient financés par cette expérimentation article 51. Merci pour les réponses. Alors, des choses qui sont un petit peu plus organisationnelles, on va dire. On reste, je dirais, d'abord dans de la prévention très primaire. Quelle collaboration, interdisciplinarité des maisons de santé pluridisciplinaires et des maisons de sport santé? Quelle passerelle entre les deux? Maison sport santé, je ne suis pas sûr que ça parle à tout le monde. Donc pour essayer de faire le plus simple possible. C'est en gros depuis 2019 des reconnaissances de structures qui sont assez diverses au niveau de leur statut juridique. Sur le territoire, l'idée c'était d'en avoir 500 en l'espace de 3 ans. Aujourd'hui, on a plus de 500. De tête, je crois qu'on a 560. Et sur chaque département, vous avez entre 3, aujourd'hui à mon avis, et parfois 10 maisons sport santé. L'idée des maisons sport santé, c'est justement de faire le lien entre, comme je disais, la santé, le sport, le social, d'être un peu un catalyseur d'orientation, enfin voilà, d'essayer de faire du lien. Donc des maisons sport santé parfois sont aussi maisons de santé pluriprofessionnelles. Il y a des maisons de sport santé qui sont aussi associatives, qui sont privées, donc il y a pas mal de statuts différents. Aujourd'hui, une maison sport santé ou le DAPAP, quelle que soit la structure qui veut parler de sport santé de manière générale, ne peut pas se passer de faire du lien avec du médical, qui soit médical libéral, qui soit médical hospitalier. Je ne vois pas comment ils font pour travailler tout seul. Donc en tout cas, la MSP peut en porter une, mais souvent est plutôt associée à la maison sport santé plutôt que dans la maison sport santé. Okay, un autre aspect organisationnel, existe-t-il, si oui, avec quel recul, des programmes d'éducation thérapeutique pour ces personnes fragiles? Alors fragiles, je ne sais pas la définition, à risque de chute. Donc on va dire, on est encore dans de la prévention primaire. Je pense qu'il y a eu une présentation ce matin qui a l'air de dire qu'il y a des programmes qui sont proposés où à partir du moment où on bouge, ça a l'air d'être efficace. J'ai l'impression que la question, elle est plus sur est-ce qu'il y a des programmes complets d'éducation. Alors, ils mettent éducation thérapeutique, donc ça me gêne dans le sens de la prévention, mais on va dire dans l'esprit, je crois que ça veut dire pluriprofessionnel. On voit là encore qu'il y a, même s'il y a du DAPAP, s'il y a de l'ergo, s'il y a du Stabilab, et je voudrais bien que d'ailleurs Annecy réintervienne sur le fait que à un endroit, vous faites de la conjonction de plusieurs professionnels au même endroit qui évaluent un risque, qui proposent des programmes et qui peut-être, je dirais, avez-vous un certain recul sur l'efficacité des programmes et les limites aussi, hein. Faut pas se cacher. Je ne sais pas si vous avez des éléments de réponse. C'est vous qui répondez? C'est pas une bonne question. Comment? C'est pas une bonne question, si. Si, c'est certainement une bonne question puisque tu la poses. Non, je ne sais pas si on en est là aussi parce qu'on avance doucement, donc de remettre en cause les programmes, ils évoluent chaque année au sein des ateliers d'équilibre de proximité. Parce qu'on travaille avec une quarantaine d'animateurs et puis c'est une équipe qui évolue ensemble et puis avec des interactions avec les diététiciennes, avec
nous, à l'hôpital, quand on se voit 2 fois par an pour les réunions de formation. Et je pense que c'est comme ça que ça évolue au fil de l'eau, avec aussi des influences extérieures, des associations ici présentes qui interviennent aussi dans nos ateliers pour certaines. Donc voilà comment ça évolue. Après, on a échangé avec le Gérontopool sur le problème de l'évaluation de l'efficacité des systèmes, et donc ça c'est complexe, et je ne sais pas comment y prendre. Plus à un autre niveau, c'est comment, outre le rapport d'activité, on dit avant-après, comment on va évaluer l'efficacité en termes de prévention de chute réellement, quoi. Pas tout ce qu'on a vu où les gens se sentent mieux, c'est marqué. Donc, globalement, la réponse c'est il y a des choses qui se montent et qui sont pluriprofessionnelles, etc. Et on a besoin, en fait, peut-être un élément là-dedans, parce que quand on regarde 350 ateliers en Isère, 280 actions collectives proposées aux Isérois dans les collectivités, la vraie question, et je veux pas être triste ou être plus triste que nature, mais c'est beaucoup d'énergie tout ça, et rassembler des gens, c'est beaucoup d'énergie. C'est l'efficacité en fait, et vers quoi on va. Alors j'aime bien aussi le côté psycho, parce que c'est comment les gens intègrent ces éléments de prévention réellement dans leur vie. Est-ce que ça devient quelque chose qui doit rester toute leur vie, ou parce que nous on a envie pour pas les voir à l'hôpital, hein, je vais être très clair, mais en même temps peut-être qu'à un moment donné ils en ont marre, et puis ils vont envoyer un petit peu tout balader, et puis ça va très bien, puis il est temps en fait d'arrêter, et que picoler, rien faire et voir que des potes, c'est pas mal non plus, quoi, vous voyez, même si on perd au rugby. Donc au global, si j'entends ce que tu dis, Mathieu, c'est voilà, là il y a tout a été fait, vous êtes en train et maintenant il faudrait arriver à des éléments de preuve d'efficacité sur du moyen et long terme, parce que sur le court terme, j'imagine que vous avez déjà des données où c'est assez évident, hein, ce que vous disiez, mais demain, c'est de dire combien à long terme on a d'efficacité selon un certain nombre de profils. Je résume un petit peu, c'est ça ? Ok. Oui. Je peux intervenir. Peut-être, on a eu cette problématique, nous, au niveau aussi du centre de prévention, de se dire quelle est l'efficacité de nos actions. Donc, on a fait une revue de la littérature. C'est vrai que c'est pas simple à montrer l'efficacité de la prévention. Donc, nous, ce qu'on a mis en place, en fait, c'est un bilan, ce qu'on appelle, nous, un bilan impact santé. C'est-à-dire qu'on leur propose aux personnes qui sont dans ce parcours de prévention, qui ont pu avoir un atelier prévention des chutes, de les revoir, en fait, 1 an après, pour voir, évidemment, si d'abord ils ont fait l'atelier, quels bénéfices ils en ont eu, est-ce que ça a changé quelque chose. Alors, je ne peux pas vous donner de statistiques parce qu'on l'a mis en place il n'y a quand même pas très longtemps, donc on n'a pas encore des éléments à publier, mais c'est vrai que c'est quand même une volonté de voir l'efficacité de nos actions, et on espère en avoir. Je veux bien juste rebondir sur ce que disait Christiane par rapport à justement l'impact de nos actions. Je pense que la prévention, c'est quand même, elle est là et pas pour rien. Et nous, on a fait aussi une petite étude sur nos ateliers collectifs et un retour à 1 à 3 mois après nos ateliers collectifs, à savoir si les gens s'équipaient plus ou moins des aides techniques qu'on leur avait présentées, en tout cas lors des ateliers. Et vraiment, pour 90% des participants qu'on a pu rappeler, donc sur un petit échantillon, ils se sont équipés d'au moins une aide technique. Et donc, ça montre quand même que, voilà... Oui, on est tous d'accord qu'on évalue à 3 mois, à 6 mois, à 1 an, et on est tous contents de ce qu'on fait. Ça ne veut pas du tout dire qu'on est efficace en population. On ne sait pas qui on a. On ne sait pas, même malgré les données très intéressantes des CARSAT, on ne sait pas exactement quel est le profil de nos populations. Donc, on ne sait pas qui il y a dans nos ateliers par rapport à l'immensité de la population. Et il y a tous les démotivés. Et les démotivés, ça doit être 80% de la population. Enfin, je ne veux pas être pessimiste. Mais non, mais à qui s'adresse-t-on quand on dit vieillir en santé, en bonne santé, bien vieillir, pardon, parce que je supporte tellement pas ce terme-là. Non, c'est vieillir en santé. Ça veut dire qu'il y en a plein qui n'ont absolument pas envie de bien vieillir, enfin, qui n'ont aucune motivation. On les voit en consultation tous les jours. Donc ça veut dire, je ne sais pas qui il y a dans mes ateliers par rapport à la population qui devrait être touchée par les dispositifs. C'est ça aussi l'efficacité.
C'est bien au-delà que de dire un an plus tard, ils ont bien pris l'aide technique ou ils ont continué l'activité physique. Ça, il faut le faire. Et on le fait. Et on le sait qu'on a des bons résultats. Et au-delà, qui on a touché Non, mais simplement, cette question-là, c'est vrai qu'on est en train de travailler dessus, sur analyser un peu nos pratiques. Et en fait, ce qu'on s'est dit, c'était peut-être notre volonté, c'était d'essayer de faire en sorte que les personnes qui viennent nous voir aient une augmentation de leur pouvoir d'agir. C'est-à-dire, est-ce que au départ, quel est leur niveau? Donc, on aura un petit questionnaire pour repérer leur pouvoir d'agir. Et puis, à l'issue de ce parcours, comment il est? Est-ce qu'ils ont augmenté ce pouvoir d'agir? Voilà où on en est, nous, de notre réflexion. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Vous venez très bien d'illustrer en fait ce que je voulais dire sur un certain nombre de choses. Ce que vient de dire Mathieu n'enlève pas l'efficacité de ce que vous faites. Toute la difficulté qu'on a actuellement, c'est qu'on part de pas grand-chose et de choses qui sont très en silo, où on doit se mettre ensemble pour, prévenir un phénomène qui est extrêmement complexe. Alors, vous n'imaginez pas à quel point, Mathieu ayant travaillé longtemps sur les chutes, donc on est à titre individuel soumis à une hétérogénéité de vieillissement qui est absolument incroyable, et l'équilibre est un truc absolument fou en termes de complexité cellulaire, de transmission d'informations, etc. Vous savez même pas ce que vous faites. Je dirais, quand vous faites un pas, vous faites un nombre de trucs qui est hallucinant. Donc bravo, d'abord. Mais au-delà de ça, moi j'ai lu à un moment donné dans les présentations, c'est 50% des actions qui sont évaluées. Alors déjà, on pourrait se dire, si on fait quelque chose, même si on fait du marqueur intermédiaire comme vous le faites, on évalue nos actions. Notre action, même si ce n'est pas le but final dont parle Mathieu Debré, qui est de dire finalement, est-ce que les gens chutent moins? Est-ce que les gens chutent moins, et en chutant moins, est-ce qu'ils sont finalement heureux de ne pas chuter? Il y a des chuteurs opérationnels, des chuteurs professionnels, donc peut-être qu'eux, ils sont heureux de chuter. Au total, ça fait appel à la chute symptôme ou la chute appel, qui est de dire j'aimerais que mes enfants viennent habiter à côté de chez moi, vous voyez, des choses comme ça. Donc on voit bien qu'on est dans un truc très très intégratif alors qu'on part de rien. Donc aujourd'hui, merci à l'ARS, merci au Gérontopôle de réunir tous ces acteurs pour que demain on arrive déjà à commencer à travailler. Et puis peut-être qu'en effet c'est une des responsabilités et du Gérontopôle et de l'ARS d'organiser, d'aider les gens à mettre en place des évaluations avec des critères qui sont certes différents. Le critère dont parlait Mathieu est très différent du vôtre, qui me plaît aussi beaucoup. C'est-à-dire, finalement, moi, mon objectif, c'est pas qu'ils chutent moins, mais c'est qu'ils se sentent bien avec la décision qu'ils ont prise de faire ou de ne pas faire. Ce qui est pas mal dans la vie courante, déjà, parce qu'avant la retraite, on l'a rarement, et à la retraite, j'ai l'impression qu'on l'a des fois encore moins. Est-ce qu'il y avait un commentaire encore là-bas? Un commentaire? Oui. Non, tout au fond. Ah, il est derrière la télé. Ouais. Donc on va là-bas. Je voulais juste rajouter que c'est une grosse préoccupation aussi. Je sais qu'il y a différents représentants de départements dans le cadre du pilotage des conférences des financeurs. On finance un certain nombre d'actions, d'ailleurs un certain nombre d'actions qui ont été présentées ici, Ciel Bleu, les prescrits bougent, et plein d'autres. Voilà, beaucoup d'opérateurs. Et la question qu'on se pose, on est en train de travailler avec les différents financeurs sur notre nouveau programme coordonné. Et c'est une question qu'on évoque, comment on évalue les actions qu'on finance aussi et leur efficacité. Voilà. C'était juste une remarque. Merci. Dernier commentaire, parce qu'on discute. Oui, alors bonjour, moi je suis Gaëtan Courtois, je suis coordinateur en maison de santé. Je coordonne 5 maisons de santé dans tout le département. Et dans ces 5, il y a 2 maisons de santé qui ont des protocoles prévention des chutes, parce que c'est une mission de santé publique. Et chaque année, lors des remontées des indicateurs ACI, nous remontons des données anonymisées sur justement qu'est-ce que nous faisons en maison de santé. Et j'ai été un peu surpris en fait que finalement ces données-là ne se retrouvent pas non plus dans les différents chiffres, alors que vous les avez en interne. Et du coup, ce serait intéressant peut-être d'ouvrir aussi sur ces équipes-là qui sont au plus près des gens sur le territoire, qui portent des projets de prévention de chute, qui sont actifs. Et voilà, je pense que c'est aussi une belle ouverture, parce que travailler ensemble, c'est se connaître, c'est aussi faciliter la coordination entre les différents acteurs. Et par exemple, j'ai été au courant de cette journée par une équipe de Beaurepaire, dans l'Isère. Et par ailleurs, sur toutes les équipes qui portent justement prévention des chutes, on n'a pas eu connaissance.
Et je trouvais ça dommage. Voilà, c'est tout. Merci. Non. Merci pour la réflexion. Je dirais, je pourrais faire une réponse très très courte, équivalente à celle qui a été faite ce matin. C'est en effet la cartographie qui a été faite. C'est déjà un énorme boulot, etc. Il y a eu il y a eu 2 relances, je crois, si je me rappelle bien, pour avoir suivi les affaires. On a vu les chiffres monter. Après, comme on part de rien, les réseaux, ils n'existent pas. Vous êtes en train de nous dire, mais en fait, il faut créer un vrai réseau, etc. Entre l'ARS, le Gérontopole, je pense qu'il y a une vraie réflexion. Et puis, c'est à vous de devenir acteur et de ramener les choses. Et bien sûr que tout va se monter au fur et à mesure. Et merci de votre réflexion. Je vais passer la parole à Aurélia. Merci encore à tous les intervenants. Donc, pour conclure cette journée régionale qui est un point d'étape dans le plan régional anti-chute, je vais passer la parole à Frédérique Chavagneux, qui est directrice déléguée qualité-performance à la direction de l'autonomie à l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Merci. Alors, tout d'abord, je voulais excuser Raphaël Glaby qui a fait l'introduction ce matin et qui finalement n'a pas pu être présent avec nous cet après-midi. Et donc, je prends son relais pour faire une petite synthèse de nos travaux. Alors, vous ne m'en voudrez pas, ça va être très rapide, mais je pense que tout le monde a bien profité des échanges. Alors, ce que je voulais quand même noter et qui m'a paru très, très intéressant, c'est d'abord la large participation de tous à cette journée. On a eu en participant, effectivement, vous tous en présentiel et puis toutes les personnes qui se sont connectées à distance, autant d'acteurs très différents, très divers de l'ensemble des territoires de notre région. Et on sent que tout le monde est très mobilisé et très intéressé sur ce sujet. Donc j'allais dire que ce soit pour l'ARS, pour le Gérontopole et pour tous, ça nous donne un peu des ailes pour la suite. L'enjeu est quand même de taille, hein, ça je m'en rends bien compte. Après, le deuxième point, c'est qu'on voit bien aussi à travers tous les échanges qui ont été faits combien notre région est riche et dynamique. Et ça, je pense que c'est aussi une chance sur laquelle on va pouvoir s'appuyer et vraiment mutualiser toutes les expériences et toutes les bonnes idées que les uns et les autres peuvent avoir. Et puis je voulais quand même rebondir. Ce matin, dans une des présentations, il a été dit que sur certains territoires, c'était un petit peu moins bien que sur d'autres. Moi, je voulais quand même relativiser ces éléments-là parce qu'on voit bien à travers tout ce qui a été présenté combien les initiatives sont importantes. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas recensé tout ce qui existe sur tous les territoires qu'il faut pointer des départements qui seraient moins bons. Je pense qu'au contraire, on a encore beaucoup à découvrir de ce qui se passe sur les territoires. Après, j'enfonce une porte ouverte, mais là aussi, on a vu combien les actions sont diverses. Il y a des innovations de partout qui s'appellent article 51 ou pas article 51, mais notre territoire aussi est extrêmement riche. On a toute cette dynamique aussi de recherche qui est très précieuse. Donc, on voit bien comment on va pouvoir travailler, capitaliser, s'aimer et développer sur cette thématique-là. Alors, vous allez me dire maintenant, ce qui est important, c'est la suite. Donc, on est content, on a pu travailler ensemble, échanger, comment on va s'y prendre pour la suite. Alors, il y a plusieurs choses, elles ne sont pas forcément chronologiques. Je pense qu'un des premiers points, ça va être de poursuivre la dynamique qu'on a engagée avec le Gérontopole. Il y a tout le travail de repérage et d'état des lieux qui a été engagé. Je pense qu'il faut qu'on rebondisse là-dessus et peut-être qu'on refasse un tour de piste pour essayer de repérer encore plus d'expériences et comme on vient de le dire, trouver les réseaux, les mettre en lumière pour que les uns et les autres puissent s'appuyer sur ce qui existe en proximité. Je pense que l'enjeu de cette mise à disposition de l'information, c'est vraiment un point important. Donc là, on va se mettre au travail rapidement pour trouver des pistes. Je pense que le deuxième point aussi, ça va être la formalisation de notre plan, parce que si vous avez suivi un petit peu nos travaux, on avait fait un premier jet très rapide et qui
n'était pas très ambitieux à l'époque, mais on avait fait vite parce qu'on était pris par les délais imposés par le national. Donc maintenant, je pense qu'avec tous les éléments qu'on a pu capitaliser, il faut qu'on travaille sur cette formalisation pour en faire effectivement une diffusion large, que chacun puisse s'y référer, et puis que surtout, il puisse y avoir des portes d'entrée qui soient bien repérées pour que les uns et les autres, vous puissiez avoir des informations quand vous en avez besoin. Les travaux au niveau du plan, ils vont continuer. Il y a un certain nombre de groupes techniques, vous l'avez vu dans la présentation ce matin, qui existent. On a un travail à mener sur les indicateurs, donc tout ce travail-là va être bien évidemment poursuivi. Je pense qu'il faudra peut-être qu'on développe et qu'on améliore notre communication. Alors, on a notre newsletter qui est un point important et qui permet de passer de l'information, mais il faut peut-être qu'on trouve le moyen d'avoir une information aussi beaucoup plus remontante. Donc là, ça va être à structurer aussi avec les participants aux différents groupes de travail. Alors, je vous livre un peu tout ce que j'ai pu glaner autour de la journée, mais on a aussi, je pense, une réflexion à mener sur les relais locaux. Alors, on a parlé des filières gérontologiques, on a parlé de tout un tas de réseaux qui existent. Là, c'est quelque chose qu'on va devoir aussi peut-être retravailler de manière un peu plus précise pour pouvoir coordonner, mettre en lien, améliorer vraiment toutes les actions de terrain qui existent et qui ne demandent qu'à se développer et à se poursuivre. Alors, dans tout ce que je viens de dire, je ne suis pas exhaustive du tout, hein, vous le comprenez bien. On est à un moment, on est à une étape, hein, je pense, dans nos travaux sur le plan anti-chute. On s'est engagé dans la démarche. On va poursuivre cette dynamique. Voilà, donc je ne peux pas aller bien plus loin dans les perspectives, mais comprenez qu'on est dans quelque chose qui se construit et qui va se développer. Alors sur un point plus pratico-pratique, on va mettre à votre disposition sur le site de l'ARS et vraisemblablement sur le site du Gérontopôle aussi les supports de présentation pour que vous puissiez les avoir et les utiliser localement. On mettra aussi à votre disposition l'enregistrement de notre journée. Alors ça va demander un petit moment, on va travailler sur les fichiers pour que ça soit audible et propre et que vous puissiez les utiliser. Et donc, en conclusion, je voulais vraiment vous remercier très chaleureusement de votre participation et de votre implication. C'est vraiment très précieux de voir combien ce sujet-là mobilise et j'allais dire, ça nous dynamise vraiment dans le travail qu'on va mener. Je tenais à remercier l'ensemble des personnes qui ont participé à la préparation de cette journée. Ça a demandé beaucoup de travail. Et puis la technique n'est pas très facile quand on veut faire du présentiel, du distanciel. Donc vraiment, merci à tous. Merci à l'équipe du Gérontopôle qui nous a bien appuyés. Et puis je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée. Et merci encore pour votre participation.